Bon, alors, nous allons commencer la deuxième partie. Si il y avait quelques questions quand même à compléter de la première partie qui pourraient être intéressantes. Alors, allons-y avec cela. Un individu qui entre en processus de conscientisation, comme on le décrivait, avec une voie, plusieurs moyens, entre autres la façon vestimentaire ou les jeux auxquels il participe ou les moments qu'il se donne à travers son quotidien pour changer un peu son nombre de formes ou son paramétrage d'identification dedans de lui. Il exprime une intentionnalité quand il fait ça. Mais c'est un être psychologique qui poursuit une intention. Peux-tu me parler de l'intentionnalité, mais de donner la nuance entre l'intentionnalité au niveau où moi je l'exprime maintenant et au niveau où, quand tu parles d'énergie intentionnelle, par exemple, à des niveaux... tu sais, il y a un paradoxe un peu entre un contexte de mécanicité réactionnelle totale où nous sommes et l'expression énergie intentionnelle. Bon. Premièrement, il faut faire la différenciation entre l'intention et le désir. Le désir, c'est une intention qui provient de l'ego, qui provient des sphères astrales, qui provient des tourbillons, soit manipulés par les événements extérieurs amenés par les sens à l'âme, ou soit encore par les phénomènes réincarnationnels amenés par le canal à l'âme. Le désir est donc une intention égoïque. Alors, la nuance entre j'ai l'intention de faire ça et je désire faire ça, une nuance. L'intention peut être exprimée à l'intérieur de l'homme, donc on fait la nuance entre l'intention qui est un caractère divin au niveau des sphères célestes et comparativement au désir, qui est un phénomène astral qui appartient à l'âme, qui peut aussi, disons, être amené par l'astral extérieur à l'âme, le ciel, et par le biais de la pensée faire croire à l'homme que c'est son désir à lui. Donc, l'intention peut aussi être exprimée dans la tête, dans la conscience de l'homme. L'homme peut avoir l'intention d'évoluer et l'homme peut désirer évoluer. On ne doit pas désirer évoluer, on doit avoir l'intention d'évoluer. Celui qui a l'intention d'évoluer, évolue. Celui qui désire évoluer, évolue. Celui qui a l'intention d'évoluer, évolue et est conscient. Celui qui désire évoluer, évolue mais n'est pas conscient. Le désir est un phénomène émotif qui fait en sorte que l'être humain, dans son évolution, va commencer par faire le même jeu que je suggère. Il va vouloir avoir des vertus. La nuance, c'est qu'il y a celui qui le fait consciemment. Je vais expliquer de quelle façon que ça se passe. Il y a donc, dans le cœur même de l'âme de l'homme, des structures virtuelles plutôt, qui vont essayer d'accumuler des vertus. Et ça sera la bonté, l'altruisme, l'anti-jalousie, etc., la compassion, les qualités que différentes religions veulent bien vendre. Et là, il bâtit un maquillage qui fait en sorte qu'à la longue, tout ce qu'il verra sera filtré par ses vertus. Donc, il verra une chose laide et pourra la trouver belle. Parce qu'il y aura la carapace des vertus qui va remplacer la carapace des défauts. Qui va faire en sorte qu'une chose belle, l'humain va dire « Ah, que c'est niaiseux », bon, carapace des défauts. Donc, celui qui évolue de cette façon, qui a le désir d'évolution, donc le désir étant astral, va lentement vouloir plagier, copier, emprunter les vies d'autrui, donc vivre avec la peau d'un autre, copier le Nazaréen, copier le Mahatma Gandhi, copier, etc., pour essayer d'être reconnu par l'extérieur comme ayant la même valeur divine ou humaine, dépendant qui on privilégie, que celui que l'on veut copier. Alors, on crée une idole, évidemment. Toutes les religions sont idolâtres, de toute façon, je l'ai déjà dit. La religion catholique romaine est idolâtre au coton. Pourquoi? Parce qu'elle prie des concepts. C'est une idolâtrie spirituelle. Ce n'est pas nécessairement une idolâtrie matérielle, mais c'est la même chose. Alors, c'est une idole, une idolâtrie. Et l'individu, dans son désir d'évolution, veut essayer de rejoindre, d'être l'égal d'un tel. Ou du moins d'être suffisamment évolué pour pouvoir être accepté comme son ami. Bon. Ça, c'est le désir. Alors, il y a donc l'homme, dans le contexte planétaire, qui, à l'intérieur de lui, essaie, en remassant, en rebrouant des choses, de créer des vertus qui seront les copies de ce qu'il perçoit comme étant la bonté qu'on a vue tout à l'heure, la paix intérieure, la sérénité et d'autres phénomènes. Ça, c'est le désir. Maintenant, la conscience de l'homme, elle est libre. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de cette conscience libre dans l'homme. Mais même le peu de conscience dans l'homme est libre. La conscience, elle est libre. Elle n'a pas de libre arbitre, mais cela ne l'empêche pas d'être libre. Une conscience, ce n'est pas quelque chose qui pousse un objet. Une conscience, c'est quelque chose de conscient.
Une conscience, ça doit être libre seulement si ça peut être ce que c'est. Et la conscience dans l'homme n'est pas altérable. L'expression de la conscience peut subir différents paliers de coloration. Mais la conscience dans l'homme n'est pas entachable. Elle est absolument libre, elle est pure, claire, elle est libre. Il y a la conscience et la conscience dans l'homme. La conscience dans l'homme, elle vient dans l'homme, et par l'intermédiaire de différentes structures internes à l'homme, reliées au plan mental, astral, vital, etc., elle va instruire l'ego. J'explique encore une fois que l'âme est un virus qui s'est emparé de la structure corporelle de l'homme lorsque l'être humain a été projeté dans le contexte planétaire. L'âme est une condition terrestre, ce n'est pas une condition cosmique, c'est une condition terrestre, tandis que la structure corporelle, comme celle de l'homme, est une condition cosmique. Étant donné que le corps, la structure génétique, l'onde de forme vitale qui a été projetée sur la planète Terre lors de son refroidissement, dans le but de créer un corps qui un jour pourrait être habitable par de l'intelligence, de façon à ce que les sphères extra-créationnelles et créationnelles puissent avoir accès au monde refroidi, en l'occurrence les mondes les plus froids, les plus loin, les nôtres. On réussit au moins là-dedans, on est dans ce qui est le plus froid. Alors ce corps a commencé à grandir ici et il a été presque immédiatement, et ça c'était conditionnel de toute façon à l'établissement du règne de l'intelligence sur le monde planétaire, notre Terre. Il a été envahi, investi très rapidement, non pas par un insecte, mais quelque chose dans le genre, par un virus. Les animaux même. Hein? Alors il a été investi par un virus qui est l'âme. L'âme habitant le corps physique va maintenant être employée, c'était prévu, c'était connu des sphères d'intelligence, employée pour pouvoir régir le corps de façon à permettre une évolution adaptée au plan planétaire de ce corps. La conscience, lorsqu'elle descend et elle doit venir maintenant tenir compte de l'âme, du virus. Le virus a tellement bien envahi et structuré le corps de l'homme que si tu élimines le virus, tu tues le corps. De ce fait, l'homme ne peut pas penser éliminer l'âme, l'ego, qui se vautre dans le périsprit et dans les mémoires volatiles, comme ça. Il doit y avoir une mécanicité qui va avoir la capacité, et je dis bien la formidable capacité, de remplacer l'âme. Alors, cette mécanicité, c'est la conscience. Mais la conscience, elle doit attendre que le corps physique soit rendu à une étape de l'évolution suffisamment coordonnée, suffisamment solide, suffisamment atomisée, suffisamment énergisée, pour qu'elle ne vienne pas le détruire en s'appuyant dessus. Et là, elle commence à entrer dans certains systèmes neuroniques et elle commence à toucher l'homme par le biais d'un ajusteur de pensée. Tous les humains qui ont une âme ont un ajusteur de pensée, mais dans la majorité des cas, l'ajusteur de pensée part du périsprit. Il grimpe dans le plan morontiel et il revient dans le périsprit. Alors l'homme est connecté à lui. C'est un problème. À un moment donné, ça se coupe. Et là, l'ajusteur flotte dans le plan morontiel. L'homme commence à s'énergiser. Et à un moment donné, il étrangle le canal réincarnationnel. Et par le biais de questions, le biais de stimulation énergétique, il grossit la longueur de son ajusteur de pensée. Et il pénètre les sphères astrales. Et par la suite, il les transperce pour pénétrer les sphères supramentales. La conscience dans l'homme, elle peut faire ce que tout à l'heure j'expliquais, c'est qu'elle peut aussi engendrer le mimétisme, c'est-à-dire qu'elle peut instruire l'homme, ainsi que son ego, de jouer des jeux. Alors elle va dire, par exemple, vêtis-toi d'une autre façon. Évidemment, la conscience qui vient dire cela, elle est libre, la conscience. Elle est libre, sauf que même si elle est libre dans son monde, elle n'a pas le contrôle du corps physique. Elle est libre. Elle n'a pas de libre arbitre. Lorsque la conscience commence à toucher le corps de l'homme, lorsque la conscience commence à transparaître par l'intermédiaire de la conscience de l'homme, donc on pourrait dire la conscience terrestrifiée, elle ne peut pas contrôler les choses encore parce que le corps n'a pas la structure pour être en relation contrôlable par la conscience. Alors l'être humain peut dire, oui, mais ça, je ne veux plus faire ça, pourquoi je le fais encore? La conscience vient donner conscience à l'homme, le mental s'en empare et s'en nourrit, trouve ça absolument logique, et le mental se rend compte que c'est pas ça qui se passe en bas. Alors, guerre entre le mental et l'astral pendant un laps de temps. Alors, la conscience, elle est totalement libre. Elle a un libre arbitre parfait dans la conscience. Mais pas dans le domaine de l'homme, on n'a pas encore le contrôle. Comme toi, tu conduis des chevaux. Tu es le contrôleur. Mais tant que ton cheval n'est pas dressé, il n'y a rien à faire.
Et toi, tu restes toujours libre, tu restes l'être humain, et le cheval ne peut pas te manipuler, tu ne peux pas devenir un peu un cheval. Il ne peut pas te colorer. Par contre, présentement, quand tu dis tourne à gauche, ben, le cheval, il donne un coup de pied à sa voisine, il exprime d'une façon très colorée, n'est-ce pas, ce que tu veux faire. Alors, elle peut détester la conscience, mais la conscience elle se sent libre, elle sait simplement que le cheval n'est pas encore dressé. Et quand le cheval finit par être totalement dressé, il n'est plus comme les autres chevaux. Si tu le laisses dans un troupeau puis que tu te présentes, un cheval du troupeau va venir voir l'homme, lui, pas les autres. Et si tu fais une course avec un cheval que tu vas dresser contre un cheval sauvage, tu vas gagner. Parce qu'un cheval avec un cavalier pour l'encourager court plus vite qu'un cheval sans cavalier. Même s'il y a un pas de plus. Il a besoin d'être encouragé. C'est pas le même cheval. Et là, la conscience contrôle. Mais tant que l'être humain n'est pas un être de conscience, donc n'a qu'une âme pure, il ne peut pas prétendre au libre arbitre. Le libre arbitre est demandé par l'âme, par l'ego. Et ce libre arbitre égoïque astral n'existe pas parce que justement, il le veut. Moi, je veux un libre arbitre astralement. Nécessairement, je vais devoir te réduire à l'état d'esclave. Mais toi, tu veux aussi un libre arbitre. On est deux dans la même pièce. En partant, il y en a un des deux qui est trop. On est plus de 5 milliards. Sans compter les plantes, les animaux, les conditions climatologiques, les ouragans, etc. Alors, veut pas, on ne peut pas prétendre au libre arbitre tant qu'on n'aura pas la conscience qui va avoir la faculté d'harmoniser toutes les consciences à l'intérieur même de tous les humains. Et de ce fait, l'animal, quand il va te voir, il va immédiatement baigner dans ta conscience. Donc, il ne pourra pas t'attaquer. Il va même se nourrir de ton énergie, il va même s'approcher pour te toucher. Et il n'y a plus de problème. Avec la conscience qui va maintenant être rayonnable par ton corps physique, comme le cheval peut tirer une charge lourde ou labourer un champ, mais un cheval sauvage ne fait pas ça. Tu auras la faculté de transformer des plantes en plastique en vraies plantes. Tu pourras faire pousser ce que tu voudras. Tu pourras régler la température comme tu la voudras. Tu pourras régler les problèmes nucléaires s'il y a lieu. Tu pourras faire ce que tu voudras. Parce que tu auras su transformer le corps physique pour que maintenant, le virus soit pari et qu'il permette ce corps d'exprimer la conscience qui toujours est libre. L'expression liberté de conscience, ça s'adresse à quel stade dans ce que tu décrivais? Tous les humains ont une liberté de conscience, mais les humains n'ont pas nécessairement la possibilité de conscientiser qu'ils ont une conscience. C'est-à-dire que l'âme, se conscientiser qu'on a une conscience, veut dire expérimenter du point de vue de l'âme l'état de conscience. Tous les humains n'ont pas la faculté dans leur âme de pouvoir expérimenter le fait qu'ils ont une conscience. Ce ne sera pas long. Oui? Du point de vue... Ça marche pas plus? OK. Du point de vue de l'ego, la conscience vole le corps que l'ego habite? Oui, exact. L'ego a-t-elle une conscience? L'ego a de la mémoire, et c'est cela sa conscience. Ça veut dire qu'il y a deux consciences qui existent à quelque part? Il y a une seule conscience, sauf qu'il faut bien s'entendre. C'est comme si on dit, par exemple, il y a l'acteur qui joue la pièce et il y a la même pièce dans l'appareil cinématographique. Alors, on peut dire qu'il y a deux pièces. Il y en a une, c'est la photo, c'est la pellicule. Ah, c'est les mêmes acteurs avec les mêmes gestes. Mais il y a l'original qui est la pièce et il y a la photo, le film. Alors, nécessairement, c'est deux choses. C'est comme si tu te regardes dans un miroir. On va dire, crime, il y a deux moi. Il n'y a pas deux toi. Il y a une réplique et il y a toi. Bon, dans une apparence ou dans une conscience plus refroidie, on va dire, ouais, mais ils sont deux. Il n'est pas deux. Alors, il y a la conscience. La conscience est consciente de tout. Et il y a la mémoire de l'événement. La mémoire de l'événement, c'est la faculté de se rappeler d'un événement. Et pour l'ego, sa conscience, ce qu'on peut appeler conscience, n'est pas une conscience, c'est une mémoire. Mais on peut lui donner le nom de conscience. Il n'y a pas deux consciences, il y en a juste une. Alors, il y a la mémoire qui, pour l'ego, fait office de conscience. Alors, j'ai conscience que j'ai mal agi. Parce que tu as en mémoire l'action. Mais avant d'agir, tu ne fais pas avoir conscience que c'était mauvais. Ah, tu n'as pas de conscience. Alors, quand je parle justement de la conscience de l'ego, ou la problématique de la conscience dans l'âme, c'est que celui-ci peut expérimenter la vraie conscience. Alors maintenant, il est conscient qu'il a une conscience. Les jeux de la vie. On parle encore de la conscience de l'ego. Jeux de la vie 1, 2 et 3, est-ce que c'est axé sur cette expérimentation-là? Non, le jeu de la vie 1, ben oui. Le jeu de la vie 1, 2 et 3, c'est axé sur l'instruction de l'ego qu'effectivement, il y a d'autres choses. Que lorsque l'âme est extra-conscientisée du corps physique, qu'il n'y a plus de pensée, plus rien, que tu restes là pour observer. Mais ces jeux-là ne s'adressent qu'à ceux qui ont de la conscience suffisamment implantée chez eux. Parce qu'il y a énormément d'êtres humains qui pourraient faire le même jeu, il y aurait les résultats, il ne serait plus là. Mais il ne s'en rappellerait pas. Il reviendrait et il dirait, ben je vais dormir. C'est comme une forme d'hypnose.
Mais c'est normal, ils sont pas là. Est-ce que ça répond à la question? Ben, c'est pas clair. Repose ta question. C'est parce qu'il y a un combat qui se fait. Il y a un combat qui se fait entre l'ego et puis la conscience. Oui. Et puis quand même que c'est un miroir. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je parle, mais le miroir ne me parle pas. Mais Oui, mon il parle. ego, ben, comment? Ben, tu vois les lèvres bouger et tu entends les sons. Qu'est-ce qui dit que c'est pas lui qui parle? C'est parce que tu es convaincu que c'est toi qui parles, mais il bouge en même temps que toi, puis les sons correspondent à sa bouche. Ah, c'est parce que tu as l'expérience du fait que... Mais honnêtement... Honnêtement, il y a un combat quand même. Mais... Oui, le combat, c'est la mémoire, c'est l'ego, qui se prend pour la conscience. C'est le virus. Qu'est-ce que c'est que le virus? Bon, le combat, c'est quoi? Il y a quelque chose dans l'homme, et regardez comment ça devient problématique, et tu vas comprendre le combat. Le virus, c'est quelque chose qui est typique du monde planétaire et qui appartient à la planète Terre, qui est nécessairement, comme notre corps physique d'ailleurs est planétaire, mais pas la mémoire génétique, la mémoire qui a instauré le corps. Quand tu meurs, ton corps matériel réintègre la matière de la planète. L'âme doit aussi appartenir à la planète Terre, donc l'âme va dans le monde de la mort. Mais la conscience, elle est extraterrestre. Elle traverse les sphères, les sphères astrales et morontielles. Elle gagne le corps. Maintenant, elle va donner de l'instruction à l'astral. Elle va régir l'évolution du corps physique. Elle va lentement régir la structuration de l'âme. Maintenant, l'âme expérimente le contact avec la conscience et nécessairement, l'âme, lui, qui expérimente cette chose, se développe. Il découvre des choses qu'il ne connaissait pas. Il découvre qu'il y a d'autres planètes. Il découvre qu'il y a des choses. Et ces découvertes-là, nécessairement, l'âme étant typique de la planète Terre, elle veut les conserver à la Terre. D'où le fait que pendant extrêmement longtemps, l'homme qui mourait gagnait le monde de la mort, était dispersé, et ne pouvait pas prétendre à une immortalité. Et surtout pas à quitter la planète Terre. Alors, nécessairement, la Terre devait être le centre de l'univers du point de vue des archétypes, et puis tout le reste, les étoiles, c'était des lumières accrochées, etc. Maintenant, plus la conscience, à travers l'inconscience de l'ego, vient instruire l'ego, plus l'ego expérimente la conscience supramentale, l'intelligence, et lentement, l'ego finit par découvrir une saveur neuve. Et cette saveur neuve-là, c'est elle qui crée la guerre. Celui qui ne veut pas évoluer, pas de problème. Il n'y a pas de guerre. Mais quand un ego finit par dire, et c'est un problème qui ne sera pas résolvable comme cela, quand un ego finit par dire, oh ben soit je suis évolutif, soit je n'ai pas de libre arbitre, soit je suis manipulable et manipulé, soit j'ai des parties de ma constitution qui sont négatives, colériques, qui sont arrogantes, qui veulent toujours grimper, qui sont jalouses, soit. Je suis maintenant prêt à me plier à l'évolution, mais oubliez-moi pas. Alors se pose une question, une problématique fondamentale. Est-ce que le virus fait partie de l'évolution de l'homme? Et à l'instant où l'ego commence à penser que de toute façon le virus ne fait pas partie de l'évolution de l'homme, ah ben là, ouais, le virus tient à garder le corps. Parce que le virus a évolué dans le corps. Je ne parle pas juste du corps des 25 années qu'on a vécu dedans. Je parle des millions d'années que l'astral se réincarne dans un corps physique. Et maintenant, l'astral peut s'incarner et il a une suprématie sur les animaux. Il a une suprématie sur les conditions climatologiques. Il peut commencer à triper, à voyager dans l'espace. Il peut faire un paquet de choses. Et puis maintenant, du jour au lendemain, ben, son véhicule jouet, ben, il y a une conscience qui l'a réveillé, qui l'a rendu un peu plus lucide, juste pour le faire chier, qui va venir lui ôter tout ça, puis qui va faire que l'astral va se ramasser où? Et nécessairement, tant que le virus, tant que l'ego n'a pas conscientisé que ce n'est pas ce qui va arriver, et par contre, du point de vue de l'ego, comme tout à l'heure la personne le disait, du point de vue de l'ego, l'âme vient quand même voler le corps physique. C'est que du point de vue, tant que l'ego donc n'a pas conscientisé de son point de vue, il y a un problème. Il y a une partie de l'homme dans l'ego qui veut. Il y a toute une partie de l'anti-homme qui se dit, ben là, c'est ça. Moi, j'ai entretenu la maison pendant 3 millions d'années. J'ai mis le chauffage. J'ai inventé des choses à la rendre confortable. J'ai tout organisé convenablement. J'ai fait le ménage pour attendre le maître. Première chose que le maître a fait en rentrant, il m'a sacré dehors. C'est sacré. Puis là, ben là, je sais que le maître s'en vient, puis je sais qu'il va perdre ma place.
Qu'est-ce que je fais? Je sors les fusils. En tout cas, je suis même prêt à mettre le feu à la maison, le suicide, mais quand même, je sors les fusils. Je commence à mettre des mines dans le champ. J'essaie de dépareiller un peu l'extérieur pour qu'il pense que c'est pas chez lui. J'envoie du monde pour l'attaquer quand il s'en vient. Et c'est ce qui arrive au niveau de la conscience. Juste parce que tu ne fais pas partie de la race du maître. Juste parce que tu ne peux pas comprendre comment il va réfléchir. Et juste parce que toi, en tant qu'égo, si tu serais le maître, tu sacrerais le serviteur dehors. Et ta projection dans le maître, dans la conscience, fait que c'est ce que tu penses qu'elle va faire. Et souvent, dans les expressions qu'on a dites, il fallait dire des choses pour briser des formes au niveau de l'ego. Pour que l'ego se rende compte qu'il y avait une certaine faiblesse. Mais c'est pas ce qui va arriver. C'est pas ce qui va arriver. Là, le maître, quand il va rentrer dans la maison, il va te transformer. Tu ne seras plus le serviteur, tu ne seras pas le maître, mais tu vas être quelque chose de palliatif entre les deux. Mais ça, l'ego ne peut pas encore le comprendre. Pourquoi? Parce que l'ego essaie de comprendre qu'est-ce qui va lui arriver quand la conscience va descendre en projetant ses propres conceptions mémorielles et limitées dans ce qu'une intelligence peut faire. On parle d'amour psychologique, l'intelligence n'aime pas. Ah, en partant, c'est au-delà. Ça, l'ego ne peut pas comprendre l'idée. C'est intentionnel, ça peut tout. Ah bon, ben ça va me sacrer dehors tout de suite. C'est moi qui ai le problème. Quand il va être là, tu ne seras plus le problème. Ben, tu peux pas le savoir, c'est de l'ego. C'est pourquoi il y a une grande phase qui est extrêmement importante, c'est l'instruction de l'ego. C'est pour ça qu'on a, comme je dis souvent, il ne faut pas qu'on saillisse. On se parle, on se fait des colères, on s'engueule, c'est correct ça, ça ne dérange pas. On ne doit pas haïr les parties qui sont apparemment évolutives chez soi. Tu t'es encore fait fourrer par ton ego. Ben, c'est son rôle. Mais en même temps, à chaque fois que tu te fais fourrer par ton ego, ça oblige ta conscience de descendre plus d'énergie pour le contrôler. Donc, il t'aide encore à devenir plus vigilant, plus grand. Oui, mais ce maudit ego-là, à un moment donné, ce qui ne t'appartient pas va s'en aller lui-même. C'est l'anti-homme. Mais qu'est-ce qui va arriver à cet anti-homme-là une fois qu'il va être libre de corps physique? Il va intégrer d'autres corps physiques. Et ça va faire qu'il va y avoir des humains qui vont devenir de plus en plus des ennemis de la conscience. Jusqu'au jour où le monde de la mort n'existera plus. Alors, même les anti-hommes, on ne les relèguera pas au fin fond de l'univers en les oubliant. Même les serviteurs qui vont se pousser, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils ont intérêt à se rapprocher de la conscience. Et ils vont devenir de l'énergie qui va faire partie de la conscience. Mais tant que l'ego n'a pas, puis là je le dis, mais le dire, c'est un apprentissage. Mais tant que l'ego n'aura pas cette certitude, cette conscience, qu'il ne sera pas laissé pour compte, mais qu'il ne pourra pas rester le même. Mon serviteur, quand je rentre dans la maison, bien, il pue, tout crotté. Il a des cheveux grands de même, tout secs. Il gratigne les murs quand il passe un cadre de porte. Il veut rester lui. Mais il va rester lui, mais propre. Ah, il fait les vieux vêtements qu'il y a maintenant. On va les jeter. On va y couper les cheveux, on va y laver les cheveux, on va l'instruire. Et puis finalement, il ne se reconnaîtra plus. Il va être mieux, par exemple. Il ne voudra jamais retourner comme qu'il était. Mais suppose que pour l'anti-homme qui est quand même intellectualisé, qui est capable d'envisager des mécanicités fusionnelles, puis tu sais qu'il est possible d'avoir un processus melchisédien, c'est-à-dire une possibilité d'un rejet de la fusion avec le corps éthérique, qui est le support énergétique de la descente de la conscience chez l'humain. Est-ce que l'anti-homme peut aller jusqu'à faire un pari de dire, moi, il vaut mieux être en rejet de tout phénomène évolutif sur la planète, puis à ce moment-là, refuser la fusion avec mon corps éthérique et conserver la structure énergétique qu'il y a? Est-ce que... Il n'y a pas de libre arbitre. L'anti-homme n'a pas de libre arbitre? Non. OK. Étant donné que la quantité... Mais attention. OK, continue. Que la quantité nécessaire en Melchisédek qu'on aura besoin dans les temps à venir est complétée. Mais c'est paradoxal. C'est paradoxal dans le sens que tu as déjà dit qu'un Melchisédek, c'est quelqu'un qui avait le choix, à un certain moment, dans la mécanicité fusionnelle, de refuser la fusion avec son corps éthérique. Oui, c'est sûr. C'est sûr quoi? C'est sûr que c'est quelqu'un qui a le choix. Mais donc... mais il n'y a pas de choix. Il y a un certain nombre d'individus qui ont le choix. Non. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le choix. Non, non. Si on en revient un peu à mon phénomène du libre arbitre, ce ne sera pas long là-bas. Mon phénomène du libre arbitre, c'est que l'être humain a le choix. L'être humain a le choix, effectivement. L'être humain a plusieurs choix. Mais il n'a pas le choix de choisir. OK. Puis les Melchisédek, c'est complet. OK.
Oui. Pour en revenir à la notion de combat de tantôt, je ne saisis pas quand tu dis qu'il n'y a pas de combat lorsque l'ego refuse l'évolution. Il me semble que c'est là que moi, je dirais que ce serait là qu'il y aurait le plus gros combat, justement. Non, il n'y a pas de combat quand l'ego ne veut pas évoluer. Parce que la conscience, elle reste là quand même, elle. Puis elle instruit de Non, ce qui devrait être fait. un instant. Il faut juste qu'on s'entende au niveau des mots. Je n'ai pas dit quand l'ego refuse l'évolution, mais c'est quand l'ego ne veut pas évoluer. Dans la majorité des cas, des égos qui ne veulent pas évoluer, qui n'ont pas cette terminologie-là dans leur tête, etc., sont des personnes qui n'ont même pas la conscience d'évolution. Le combat apparaît quand l'ego refuse l'évolution. Mais refuser l'évolution veut dire que de toute façon, il évolue. Et il en est conscient. Alors, le combat existe quand l'ego refuse l'évolution. Quand tout à l'heure, j'ai dit ne veut pas évoluer, j'ai fait référence aux égos qui n'ont même pas ce concept-là dans leur tête. Okay. Tout simplement. Ça, c'est une clarification au niveau des mots. Est-ce que la conscience est l'expression de l'énergie intentionnelle, quand tu parles d'énergie intentionnelle? Ah oui, la conscience est de l'énergie intentionnelle. Puis, est-ce que l'énergie supramentale peut être... La conscience provient de l'extra-créationnalité. Elle provient de l'extra-créationnalité et c'est la condition de son expression dans la créationnalité. C'est ça. L'énergie supramentale est non intentionnelle à des niveaux où elle s'exprime sous forme d'énergie vitale. Oui. Tandis qu'à certains niveaux supérieurs d'expression, là, elle peut être intentionnelle, l'énergie supramentale. Non. Non. Elle a la possibilité de manipuler ces expressions inférieures, comme le plan éthérique. OK. Mais qui, lui, est exclusivement exécutoire. OK. Alors, le plan éthérique, c'est le plan vital, nécessairement. Alors, l'intelligence supramentale peut ordonner, par exemple, à une personne morte de renaître. Mais c'est parce que c'est comme ça. Ce n'est pas de l'intentionnalité supramentale. Par contre, elle a le pouvoir sur la matière, pour la simple raison que la matière est une expression basse de l'énergie supramentale, l'énergie vitale, qui est l'énergie qui maintient la forme des choses. Alors, l'énergie vitale est exécutoire, tandis que l'énergie supramentale peut être ordonnante. Mais ça reste encore une fois relié à une mécanique. De l'intelligence et de la mécanique. Donc, nécessairement, ce n'est pas de l'intentionnalité. Parce que l'intentionnalité, nécessairement, ne peut pas être assujettée de l'intelligence. L'intentionnalité n'est pas intelligente, ne peut pas être intelligente. Ce qui exécute l'intentionnalité est mécanisé, donc intelligent. Oui? Quel va être le rôle de l'ego s'il se transforme? Il va-tu simplement se fusionner à la conscience? Il va devenir quoi? Bon, c'est une très bonne question, dangereuse à répondre, parce que les égos peuvent ne pas nécessairement comprendre la réponse. Alors, premièrement, l'ego lui-même va poursuivre son involution. Ce qui crée une problématique chez l'humain, c'est que plus vous allez évoluer, plus il y aura quelque chose de noir à l'intérieur de vous autres pour vous taper dedans. Mais c'est simplement que l'ego est une forme d'énergie qui devait être de l'énergie vitale, et lorsque l'énergie a été descendue, ce qu'on appelle le virus, a attrapé cette énergie-là et l'a conservée dans un schéma mémoriel qui a constitué le monde de la mort, qui a constitué l'âme et l'ego. Quand l'individu va continuer son évolution, quand le corps physique va arriver à un contact supramental, l'ego va devoir continuer son involution, c'est-à-dire que l'ego, en réalité, va devoir devenir de l'énergie vitale. Descendant en vibration, il devient de l'énergie vitale. Devenant de l'énergie vitale, il va épaissir le périsprit. Ce qui va couper totalement la connexion entre l'ego, entre ce qui reste de l'ego, pardon, les mémoires volatiles et l'âme, des sphères du monde de la mort. Donc l'homme est maintenant immortel. Plus la négoïsation va se poursuivre, plus ça va devenir de l'énergie vitale. Mais là, qu'est-ce qui reste? Je l'ai souvent expliqué. Quand il y aura juste de l'énergie vitale et un corps physique, donc une âme pure, l'ego, ce qui constitue l'ego, mais pas ce qui était constitué, mais les constituants de l'ego, et il y a une nuance majeure, vont être projetés à l'extérieur de l'homme dans le plan morontiel, et c'est ça qui va créer le double éthérique. Alors, qu'est-ce que devient l'ego? Il devient le double éthérique. Mais après une transformation très évidente, il devient le double éthérique. Et donc, l'ego ne gagne plus le monde de la mort, il n'appartient plus au monde de la vie. Il n'appartient donc pas au monde de la mort. Le phénomène conscient, la conscience, c'est localisé où par rapport au périsprit, par rapport à l'ego, comme phénomène énergétique? Est-ce que ça... Juste à côté de ton oreille. Mais quand ça énergise mon périsprit, quand ça vient solliciter mon ego, est-ce que ça va au pourtour du périsprit, puis ça énergise le périsprit? Est-ce que ça frappe une mémoire particulière? Faire attention,
extérieure de ta surface cutanée. Et il se termine à quelques millimètres de bord. Alors, c'est un volume plein. Et en même temps, à l'intérieur de ce volume plein, qui est le corps vital? Le corps vital, c'est le périsprit. Bon, sauf qu'on parle de périsprit quand on veut s'adresser à l'âme, et on parle du corps vital quand on parle du corps physique, mais c'est les mêmes structures atomiques. Alors, ça commence d'un côté de ma main, ça finit de l'autre bord, c'est plein à l'intérieur, c'est mon périsprit. Et le rayonnement va être l'aura. Mais dans l'aura, il n'y a que les expressions un peu frauduleuses de mon âme, finalement, et de mon périsprit. Alors, quand il y a une vibration de la conscience dans le périsprit, ça peut s'adresser à, ça va s'adresser à certaines particularités du périsprit. Le périsprit n'est pas homogène. Alors, le périsprit, par exemple, qui va soutenir ta structure neuronique n'est pas la même chose que le périsprit qui va sous-tendre ta structure cutanée. Donc, la conscience ne peut pas s'exprimer partout dans le corps à la fois. Elle s'exprime dans une région, et cette région-là a la faculté de dépolariser les régions inférieures, et ça va amener jusqu'à une expression de la conscience dans ton doigt, ou dans ton poing, dépendant de ce qui va s'exprimer. Alors, la conscience, elle peut arriver par le centre coronaire, elle peut arriver par le Muladhara, elle peut arriver par le centre coronal, elle peut arriver par plusieurs points, mais normalement, chez l'être humain qui, présentement, va vers une phase supramentale, la conscience descend par le centre coronal, donc ce qui est au-dessus de ta tête, et qui gicle, et qui est en correspondance avec la glande pinéale. Si le périsprit est localisé dans la forme corporelle que j'ai, à quelques centimètres près, l'ego, ce qui est les mémoires les plus agglomérées de mon ego, sont polarisées où dans cette structure? La majorité des structures de l'ego va être localisée dans les sphères de l'hippocampe, dans une grande partie des sphères du cervelet, dans une partie du bulbe rachidien, dans une grande partie du thalamus, de l'hypothalamus, et dans une grande partie du système hormonal, donc de ton sang. Et il se servira de siège de contrôle par le biais du cœur, les reins, le foie. Là est ton âme. Et C'est pourquoi souvent on détermine que le corps astral, lorsqu'il se détache, il y a un cordon, la corde d'argent qui est reliée bien souvent au nombril. Ça a souvent été replacé au niveau du nombril. Bien, c'est effectivement souvent au niveau du nombril. Ça peut être n'importe où ailleurs. Ça peut être par la tête aussi si tu sors par le centre coronal, mais habituellement dans un voyage astral inconscient. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Et c'est par là aussi que le canal réincarnationnel a amené de ta mère la nourriture au niveau de ton corps physique, le nombril. Et bien souvent, il y a encore la trace vitale. Donc, on parle de corps d'argent parce que ça semble lumineux. Si j'ai peur, c'est quel phénomène il s'exprime? Peux-tu me parler de la peur? Bon, la peur. La peur, c'est, j'ai expliqué souvent, et je vais faire référence à des mémoires des annales akashiques pour reparler de cette peur. La peur, c'est une friction dans l'âme. La peur, c'est une friction entre un désir et un désir anti-antagoniste. La peur, c'est une friction qui apparaît entre le désir d'être vivant et de ne pas être mort. Donc, l'être humain, dans la conscience de l'âme, n'exprime qu'un bidésir. L'être humain n'a pas la faculté d'exprimer un désir unique. Et un désir unique, soit dit en passant, est de l'intention. Mais ce n'est pas un désir. Je prends les mots encore pour exprimer. Mais si quelqu'un aurait un désir de faire une chose, et qu'il dit c'est tout, c'est pas un désir, c'est de l'intention. Mais l'être humain, la conscience astrale de l'âme, dont l'animal humain et l'humain, n'a absolument pas la faculté d'avoir un seul désir. Il a toujours un bidésir. C'est intimement soudé. Lorsque l'être humain a un désir, en réalité, il a deux désirs. Et c'est toujours comme ça. Et c'est la friction entre les deux désirs. Un désir et le désir anti-antagoniste, donc le bidésir. Le cœur même du bidésir est la peur. Maintenant, selon la puissance du bidésir, on aura une puissance équivalente au niveau peur. Je désire être riche, je désire donc ne pas être pauvre. Ça, c'est intrinsèque à l'humain, c'est le désir d'être riche, le désir de ne pas être pauvre. Alors, il aura peur d'être pauvre. Alors, il vivra, s'il commence à perdre de l'argent, il vivra l'angoisse, à cause du bidésir. Je désire être vivant, donc je désire ne pas être mort. Alors, à un moment donné, si tu le mets en joue avec un revolver, il aura peur. Parce que là, il vit la friction du bidésir. La peur, c'est le bidésir. Et c'est pourquoi l'être humain qui parvient à essayer d'exprimer que de l'intelligence, au nom de l'intelligence, va de plus en plus tendre à avoir de l'intention. Alors, il pourra ne pas aboutir dans l'intention, il n'a pas de libre arbitre.
Mais il ne souffrira pas de son manque d'aboutissement parce qu'il n'y a pas le désir anti-antagoniste à l'endo. Donc, il ne pourra pas subir de crainte. C'est comme si on regarde le projet, ça pour moi, c'était intelligent qu'on fasse l'essai, ça permettait de vérifier des gens, de vérifier le temps. Si ça n'aboutit pas, je m'en fous royalement. Je n'ai pas le désir anti-antagoniste. Je n'ai pas le désir que ça ne marche pas. Je n'ai pas ce problème. Donc, ça ne dérange pas. Donc, l'être humain qui vit comme ça n'a pas peur. Alors, on a toujours le phénomène, si tu sais mourir, tu sais vivre. Ouais. Mais si tu n'as pas de désir, dans le sens bidésir, tu ne peux pas avoir peur. Alors, si tu dis à quelqu'un, bon alors, comment pouvons-nous faire pour ne plus avoir peur? La question est déjà le fait que tu as peur. Mais puisque... Augmentant ton taux vibratoire, tu peux engendrer l'observation, et l'observation annule la peur. Tant que tu restes en phase d'observation, il n'y a pas de peur. La problématique, quand tu es en phase d'observation, tu es dans un état mental. Et le mental, n'ayant pas encore, parce qu'il manque de cellularisation de certaines choses, le mental n'ayant pas encore la faculté de devenir le maître contrôleur à bord du corps physique, dans un état de mentalisation observatrice où la peur disparaît, tu risques de ne pas être efficace pour t'en sortir physiquement. Alors, tu te promènes quelque part, il y a un énorme chien qui veut t'attaquer, tu as peur, tu te mentalises, tu observes, et tu risques de ne pas être efficace pour t'en sortir. Paralysé par le fait que ce qui contrôle le corps physique, l'astral, ne peut pas être là pour contrôler, tu es mental, et que le mental n'ayant pas encore les cordes pour contrôler le corps physique, tu es réglé. En attendant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit développer des mémoires d'intervention qui vont faire en sorte que tu deviens mental juste assez pour te libérer du stress de la peur. Il peut y avoir encore la peur, mais tu n'auras pas la panique. Et là, la mémoire d'intervention, le stéréotype même de l'agissement dans l'événement entre en ligne de compte. Et puis là, si tu as déjà travaillé avec des chiens ou prévu comment tu réagirais avec des chiens, eh bien, la mémoire d'intervention te permet d'être efficace. C'est pourquoi l'être humain doit de plus en plus, doit continuellement travailler la mentalisation, c'est-à-dire la faculté que son mental peut développer de prendre le contrôle du système endocrinien et du corps physique. Et c'est pour ça, lorsque je parlais tout à l'heure, justement, du jeu, deviens mental et essaie de parler à un enfant. Deviens mental et fais ta cuisine. Deviens mental et passe l'aspirateur. Deviens mental et va jouer au badminton. Pour que dans un état mental, tu obliges toujours la pratique de ton corps physique en conservant un état mental. Comme dernièrement, on a fait un jeu de guerre qui devait durer et s'étendre. Alors, on avait 10-15 personnes placées à peu près 1 kilomètre de 2 campements. Et les 2 campements, chaque groupe ne savait pas où était le campement adverse. Et l'enjeu était de rester humain, à être humain, de travailler toutes les techniques PMC et de capturer tous les ennemis. Il y a des radios, communiquer. C'est impeccable. Et donc, ils sont très, très loin. Dans la journée, ils doivent pratiquer des exercices PMC, etc. Puis en même temps, ils peuvent aussi se faire attaquer, ce qui en rend un stress. Normalement, l'individu, ce genre de jeu est un jeu pour t'obliger justement à rester mental, à ne pas te laisser asservir par les archétypes astrales de guerre, de puissance, donc de pouvoir, de vaincre, etc. Et là, l'individu qui parvient à être mental tout le long d'un jeu comme ça, cellularise. La journée que, bon, après quelques exercices de ce genre, c'est évident que lorsqu'à un moment donné, l'individu arrive à avoir peur, il observe, donc il se mentalise. Et une fois mentalisé, il n'a plus peur. Et maintenant, il regarde ce qui lui fait peur en pleine face, puis il est tout à fait efficace pour le régler. Et bien souvent, ce qui va rayonner va régler le problème. Mais si ça ne rayonne pas, c'est que tu es mental et incapable d'agir. Et là, le chien devient dangereux. Alors, ce genre d'exercice est une pratique comme ça, ce que les individus devaient observer. La majorité ont pu observer, effectivement, comment que l'ego est puissant. Bon. Mais n'empêche qu'ils ont observé ça, donc ils ont grandi encore plus haut. Parce qu'ils ont la faculté de l'observer même dans des jeux comme ça. Ça veut dire que les prochaines étapes, ça va être des étapes où ils vont vaincre. L'individu doit se mettre en situation. Ce sont des initiations. On n'annonce pas initiation. Ce sont des initiations. Et justement plus dangereuse, en ce sens que tu peux facilement te faire jouer sans t'en rendre compte. Mais si tu te rends compte que tu t'es fait jouer, tu gagnes.
Et là, lentement, le mental finit par prendre le dessus sur la peur. La peur, c'est une caractéristique hautement animale. C'est pour remplacer la conscience. Ça engendre la prudence. Mais tu dis la peur, origine du bidésir. Tout ce qui est dans la création vit de la polarité. Non. Il y a de la polarité qui existe. Autant il y a l'homme, il y a l'anti-homme, il y a l'énergie supramentale, puis il y a de l'anti-énergie supramentale à quelque part. Ah oui? Probablement. Il y a sûrement un rapport de polarité dans la création. Non. Tout est unidimensionnel, sauf dans l'espace plus froid où on est. Voilà. Eh bien, comme ça, la peur est un phénomène uniquement humain. Ouais. Qui est né du frottement de la différenciation de la polarisation qu'on vit. Oui. Et tu dis qu'il n'y a pas de polarisation qui existe à des niveaux supérieurs. Au-delà de notre univers, non. OK. Considération future. Maintenant, Comment tu fais? maintenant, un autre phénomène humain qui serait intéressant que tu nous parles, ce serait la jalousie. Qu'est-ce qui se passe et où se localise, par exemple, la peur ou la jalousie dans le père-esprit quand ça s'exprime et qu'est-ce que la jalousie? Bon, la jalousie, c'est l'expression de l'amour de l'homme. La jalousie, c'est la plus grande expression de l'amour psychologique de l'homme. C'est la plus valeureuse expression de l'amour psychologique de l'homme, c'est la jalousie. La jalousie, c'est la finalité de l'amour psychologique de l'homme. C'est la plus belle expression de l'amour psychologique de l'homme, la jalousie. La jalousie, elle se loge nécessairement dans la structure même de l'ego. La jalousie, c'est un amour extrêmement puissant qui se développe au cœur même de l'ego, et c'est la jalousie qui permet aux structures de l'ego de pouvoir se maintenir. Lorsque l'enfant expérimente différentes mécanicités, il expérimente des choses, et toutes les choses similaires vont créer des mémoires à l'intérieur de l'âme, des mémoires qui vont s'agglomérer. Maintenant, il y a différents agglomérats dans l'âme. Et l'émotion vécue à l'intérieur de ces mémoires, les tourbillons, plus il y a d'agglomérats disparates dans l'âme, chaque fois qu'une nouvelle information rentre, ça crée un remous là-dedans. Et ce remous est une expérience intra-amique qui est l'émotion. plus il y a d'émotions de créer, plus il y a de relations possibles entre les différents agglomérats qui saillissent. Parce que l'agglomérat lui-même, l'agglomérat du chat, à force de voir le chat, les seins de sa mère ou le biberon, les couches, la bonne femme, la tante, la maison, son parc, le bonhomme, Par contre, ça vit des émotions et ça crée lentement une enveloppe émotive. L'amour. Et l'amour commence à attirer parce que c'est similaire. Ce qui est vécu au niveau émotif est similaire. Alors, ce qui est dedans ne s'attire pas du tout, il y a même une répulsion. Mais l'enveloppe expérientielle émotive commence à créer une impression qui les attire. L'ego va commencer à se former. Va former encore. Et lentement, ce qui est similaire, les beaux plaisirs, ça va se toucher. Et puis, par dégradation, quelque chose qui ne peut pas aller là, mais qui peut aller là un peu à cause de l'affinité d'amour. Et lentement, il va y avoir une expérimentation de ce contact-là. C'est très faible. Et pouf, ça se brise. Parce que quelque chose d'autre vient de frapper l'ego de l'enfant. Et ça va engendrer un amour encore plus puissant. L'expérience émotive de l'expérience émotive de l'expérience. Et ça, c'est ce qui porte le nom de jalousie. Et c'est ce qui va faire en sorte que malgré la répulsion, on va se coller. Et là, lentement, tous ces agglomérats vont engendrer une structure qu'on appelle l'ego. Et l'ego est un amoncellement parfait de jalousie. De ce fait, lorsque l'ego veut exprimer ce qu'il est dans l'extérieur, il commence par vivre les mêmes processus d'évolution. Alors, il va observer un agglomérat, le corps d'un autre, une plante, une maison, c'est un agglomérat de matière. Il va l'expérimenter, le goûter. Et lentement, ça va rentrer en affinité, et ce qu'il va expérimenter de l'événement crée une perturbation intra-amique, une émotion, et ça crée un nouvel agglomérat qui va avoir sa place quelque part dans l'ego, possiblement, et c'est accolé. Mais ça doit être nourri. Et pour être nourri, ça a besoin de la chose à l'extérieur, qui continue à amener l'information, et ça le grossit. Lentement,
notre ego finit par projection, aimer la chose. Mais en réalité, ce n'est pas la chose qu'il aime, c'est la stimulation que la chose suggère chez lui. Je le dis souvent, il n'aime pas la fleur, il aime l'impression que la fleur fait chez lui. Quand la fleur est fanée, il la jette, il n'a plus l'impression. Il prend une nouvelle fleur, et là, il aime l'impression. Alors, il pense aimer la chose. Et là, c'est le début de l'amour. Mais lentement, la chose peut aussi être séparée de l'individu. Et c'est là que l'amour s'exprime en plus fort pour essayer de l'attirer. Et cet amour porte le nom de jalousie. Et c'est la jalousie. C'est de l'amour. Est-ce l'amour psychologique, évidemment. Ça fait souffrir, comme tous les phénomènes égoïques. Mais c'est un phénomène d'attraction, une tentative d'attraction d'agglomérat pour s'auto-nourrir. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes, autres qu'humains, mais à des niveaux énergétiques plus hauts, qui expriment l'équivalent de la jalousie? Bon. Est-ce que le plan supramental peut être jaloux? Voilà. Oui. Et ça s'exprime comment? Je prends le terme jaloux parce que, disons qu'on pourra penser que l'expression supramentale d'une mécanicité ressemble à une expression similaire chez l'homme, qu'on appelle chez l'homme jalousie. Ce n'est pas tout à fait de la jalousie. C'est comme quand je parle d'amour intelligent, eh bien, c'est évident que, par exemple, tu te promènes sur la rue, quelqu'un glisse, tu l'aides. Alors, l'humain va dire, ah, ben, regarde, il aime comme tout le monde. Non, il aime pas comme tout le monde. Alors, quand je parle de jalousie, c'est un peu pareil. Il y a une nuance à faire. Okay. Alors, la jalousie supramentale, c'est un protectorat. Ce n'est pas la même chose. C'est un protectorat. On peut retrouver des traces de similitude encore dans la jalousie humaine, mais quand même, elle reste intelligente. C'est un protectorat, c'est-à-dire que ça ne souffre pas, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas l'être humain supramental qui va vivre cette jalousie-là. Ça se vit au-delà de l'homme, ça se vit dans l'intelligence supramentale. Ça peut être exprimé par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui la vit, c'est au-delà, dans l'intelligence supramentale. Une affinité avec une biologie particulière, une affinité avec un corps physique et un système endocrinien, un système neuronique pour permettre l'expression de l'intelligence. Une affinité, autrement dit, avec un corps intelligent. Un corps permettant l'expression de l'intelligence. Alors, il y aura une affinité telle que cela va engendrer un protectorat. L'intelligence supramentale devient jalouse. Ce n'est pas une jalousie à chicane, évidemment. Ça voudrait dire que l'énergie qui descend dans le corps de l'homme supramentale va finir par éclabousser et engendrer une espèce de mur protecteur autour. Alors, ça devient un protectorat. Et qu'est-ce que ce protectorat fait? Cela va faire en sorte que pardon, l'intelligence supramentale va régler les assauts astrales en fonction exclusive de ce qu'elle a besoin comme manipulation dans la structure égoïque ou corporelle de l'individu pour permettre à l'individu de se libérer encore plus rapidement des structures astrales. Alors, cela veut dire que cet individu-là devient donc intéressant pour la force supramentale. On pourrait dire dans le langage de l'homme importante, mais ce n'est pas juste. Ça devient utile et ça n'a pas besoin d'être plus loin qu'utile. C'est suffisant pour que toute intelligence supramentale se mobilise. C'est utile. Mais dans le langage, disons, émotif de l'homme, on pourrait dire important. Et ça devient une forme de jalousie en ce sens que l'astral ne peut pas récupérer l'individu comme il récupérerait n'importe qui n'est pas encore suffisamment en contact avec le plan supramental pour que l'intelligence supramentale devienne jalouse. Et ça peut faire en sorte aussi que l'intelligence supramentale, dans sa jalousie, te rende malade. Te démolisse amplement. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de ton corps physique et elle va s'arranger pour conserver ton corps physique contre ton ego. Alors, en t'attaquant, elle attaque l'ego. En attaquant l'ego, elle anégoïse celui-ci. Donc, dans la phase d'anégoïsation involutive, vibratoire, elle permettra à l'ego de devenir le dobétérique. Donc, elle permettra à l'ego d'évoluer. Mais ça, l'ego ne le sait pas. Il ne comprend pas la mécanique. Quand un ego comprend la mécanique, il se met carrément à genoux devant le Père dans les cieux, c'est-à-dire qu'il se met carrément à genoux devant l'intelligence, et il ne souffre même plus. Ça va venir, mais il faut quand même qu'on se laisse le temps. Alors, cette jalousie peut même rendre un individu malade, en ce sens que le corps physique est trop important. L'individu a trop de potentiel de puissance que le corps ne servira pas à l'ego comme l'ego voudrait s'en servir.
jalousie supramentale. Du point de vue bouddhique, c'est un peu la même chose. Du point de vue intentionnel, il n'y en a pas. Quel va être le protectorat bouddhique? C'est ce que vous avez la création dans son ensemble, quoi? Non, le protectorat bouddhique va être une servitude de l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qui entoure l'individu qui a un protectorat bouddhique va tomber en amour. Mais un amour qui sera psychologique et qui, quand même, pourra dénoter du respect. Un amour craintif. Alors, les individus qui rencontrent une personne qui a un protectorat bouddhique craindront l'individu, mais en n'auront pas peur. Un peu comme on disait dans la religion, tu dois craindre ton Dieu. Alors, tu l'aimeras en ayant peur, sans avoir peur. La peur est l'antichambre de la haine, des fois aussi. La haine, c'est quoi? La haine, c'est encore de l'amour. Mais la haine, c'est l'expression de la frustration de l'ego au travers l'amour. Tu ne peux pas haïr quelque chose que tu n'as pas aimé. C'est impossible. C'est sûr que tu peux rencontrer une personne, l'haïr la première fois que tu la rencontres, mais elle te rappelle quelque chose que tu as aimé. Or, tu n'en es peut-être pas conscient, mais tu ne peux pas haïr quelque chose que tu n'as pas aimé. Quelque chose qui n'est pas similaire. Alors, étant donné que tu l'as abreuvé dans ton amour d'une certaine chose, tu as même pu être jaloux. Donc, tu vas amplifier ton amour au maximum pour attirer au maximum ce que tu aimais. Et si ça n'a pas fonctionné, alors tu vis une expérience intra-amique extrêmement déplaisante. Et nécessairement, il y a une partie de ton expérience intra-amique qui va quand même se nourrir. Et vu que tu ne peux pas l'approcher par l'amour, tu vas l'approcher par l'amour, mais l'amour qu'on appelle la haine. Tu vas te nourrir quand même de l'autre, mais en l'haïssant, plutôt qu'en l'aimant. Tu dis que la jalousie était un phénomène qu'on pourrait qualifier le phénomène d'agglomération des... C'est la structure constituante de l'ego. Voilà. C'est la jalousie. Est-ce que la haine est un moment dans le stade de négoisation, de dissociation, d'éclatement de l'ego? Est-ce qu'on peut dire que la haine est en une correspondance? Non, la haine, elle permet surtout une terrestrification plus prolongée des matières réincarnées. La haine, elle permet de mobiliser... La haine nourrit plus le monde de la mort que l'amour. Bon. La haine, c'est au-delà de la jalousie. C'est encore de l'amour, tout à l'heure, je l'ai dit. La haine, c'est encore plus puissant. Et ça nourrit plus encore le monde de la mort que l'amour, ce qui fait que la haine peut dynamiser pendant un laps de temps encore plus long que l'amour les facteurs qui vont voir à la terrestrification des processus réincarnés. Cela veut dire que tu peux vivre 50 ans en aimant, 60 ans en étant jaloux, puis 120 ans en haïssant quelqu'un. On va te laisser plus longtemps sur la planète Terre, étant donné que tu nourris, et tu vas pouvoir mobiliser plus d'énergie vitale pour conserver ton corps physique, même si tu le détruis. Alors, par la haine, tu peux te sortir de problèmes que par l'amour, tu ne pourras pas te sortir. Les affinités vibratoires de cette énergie-là, dans le monde de la mort, il doit y avoir des agglomérats, des égrégats de haine qui existent. Est-ce que c'est en affinité avec le phénomène arimanien? Non. Ahriman, c'est une mécanicité qui provient des forces satanéennes. Et Ahriman, c'est un personnage qui a été créé par la projection de formes pensées qui a été engendrée par des vieux cultes sataniques. Et lentement, on a voulu personnifier les phénomènes satanéens. Et on a qualifié lentement certains phénomènes satanéens pour pouvoir projeter l'image d'un personnage plus ou moins extraterrestre qui aurait la faculté de contrôle sur la luxure de l'homme et qui aurait la faculté de contrôle par l'hypocrisie sur la possibilité terrestrificatrice qu'a l'ego. Autrement dit, sur les forces sataniques ou satanéennes. Lentement, à force d'engendrer des structures dans le genre, on a fini par créer en projection un égrégore relativement personnalisé et puissant, Ahriman, qui appartient d'ailleurs aux forces shambhaléennes et qui a été placé là-bas comme contrôleur par ces personnages. Et lentement, on a donc séparé, il y a une scission par projection de forme de pensée entre les forces ahrimaniennes, la luxure, ce qui peut lentement dans l'âme de l'homme finir par obliger l'humain de devenir avare et à rechercher le luxe.
Et on l'a différencié des forces satanéennes qui collectivisent l'homme, des forces démoniaques et des forces belzébusiennes. Dans l'Antiquité, on avait diabolos, qui est un terme qui désignait aussi Satan, soit en grec, soit en latin, etc. Mais à travers étant donné qu'on prend un autre mot d'une autre langue, veut pas lentement, on crée un autre onde de forme et on engendre une autre personnification. Donc, ce qui fait qu'après ces quelques milliers d'années, quand on parle du diable, quand on parle du démon, quand on parle de Belzébuth, quand on parle d'Ariman, quand on parle de Lucifer, quand on parle de Satan, c'est toutes des choses différentes. Ariman, donc, ce n'est pas une question de haine, quoique Ariman haït, effectivement, là, d'une façon commensurable, mais presque incommensurable. Dans le processus d'implosion du monde astral qui est supposé s'exprimer d'ici à quelques 400 ans, à peu près. C'est juste une petite chose qui me semble intéressante, c'est qu'Ariman haït l'homme autant que les gargouilles. Est-ce que ce sont des extensions d'affinité des gargouilles? C'est des mélanges de phénomènes démoniaques et arimaniens. Okay. Placé en enfer, ça va de soi, c'est-à-dire là où certains spirituels pensent qu'il y a le paradis, le centre de la terre. L'implosion du monde astral va provoquer dans le phénomène arimanien aussi une crise d'existence. Donc une polarisation excessive à un moment donné de ces énergies-là pour se réénergiser. Qu'est-ce que ça va engendrer sur une échelle de 400 ans dans le phénomène humain, cette polarisation-là du phénomène arimanien? Bon, il y a évidemment à tous les niveaux, arimaniens, satanéens, etc., qui vont être polarisés extrêmement par la dissolution des capacités qu'aura l'homme d'exprimer de la haine, d'exprimer de l'amour psychologique, d'exprimer de la jalousie, d'exprimer de l'angoisse, d'exprimer de l'ennui, qui vont lentement être défaites par le fait, par l'évolution de l'homme. Ce qui va arriver, premièrement, il va arriver une croissance majeure, évolutive de tous les peuples sous-développés. C'est le premier palier de la réaction arimanienne et satanéenne. Croissance majeure évolutive. Une croissance, une poussée majeure dans l'évolution des peuples sous-développés. Premièrement. Alors, plus le Québec, plus les États-Unis d'Amérique, plus l'Union des républiques socialistes soviétiques, entre autres, vont se réchauffer, plus il y aura d'évolution. Et plus il y aura d'évolution, plus il y aura d'humains qui vont devenir mentales. Plus il y aura d'humains qui vont devenir supramentalo-mentales. Et moins il y aura d'humains dans ces sphères qui vont exprimer la luxure, qui vont exprimer la jalousie, qui vont exprimer la haine, qui vont exprimer ce genre de choses. Il y aura toujours des minorités élitiques, piscéennes, qui resteront assujetties et qui risquent à un moment donné d'envoyer les différents pays vivant la même évolution en guerre les uns contre les autres. Un peu comme ça a toujours été, on avait des différentes religions qui parlaient de paix et qui se pétaient les unes les autres parce qu'il fallait que ce soit lui qui dise qu'il fallait vivre en paix, pas l'autre. Bon. Cette mécanicité va nécessairement priver les contingences grégoriennes, arimaniennes, satanéennes, démoniaques, lucifériennes, etc. de nourriture. Et nécessairement, cela va permettre à ces structures chambaléennes et agarciennes qui deviennent de plus en plus satanéennes pour nous autres, de commencer à s'occuper des peuples sous-développés de façon à les réchauffer jusqu'à un point où les peuples vont commencer à souffrir un peu plus. Les peuples sous-développés, présentement, ne souffrent pas. Pas autant que nous. Ils sont dans la misère, mais ne la voient pas. Alors, donc, les peuples sous-développés vont commencer à se révolter. Ils vont nécessairement se révolter contre les riches, parce que là, ils vont vouloir avoir ce que les riches ont. Et c'est d'ailleurs ce qui va déclencher, ce qui risque fortement de déclencher le phénomène de la Troisième Guerre mondiale, ce qui va entraîner par après les grandes puissances. Et ça va permettre à une quantité phénoménale d'humains, beaucoup plus qu'il y a d'humains, disons, développés aujourd'hui, parce que le 2/3 monde, qui est finalement le tiers-monde, est beaucoup plus grand en termes d'humains sous-développés que d'humains développés. Et ça va engendrer une force extrêmement puissante pour nourrir ces contingences. Alors donc, Shambhala et Agartha vont recommencer à faire ce qu'ils ont fait pour nous. Ils vont permettre à une humanité plus basse d'évoluer plus rapidement avec l'intermédiaire de grands maîtres, etc. Jusqu'à un point où ces gens-là vont être... on va leur ouvrir les yeux, après ça, on va disparaître, puis on va les laisser foirer là. Alors là, ils vont souffrir énormément. Là, ils vont vouloir inventer des ci, des ça, faire des guerres à ceci ou à cela. Ils vont avoir de grands problèmes. Ils vont avoir des crises de développement majeures. Et ça va renourrir et ça va donc tempérer pendant un laps de temps la polarisation dangereuse qui va apparaître. On pourrait revenir lors de la troisième partie, étant donné que c'est fini ici.
pourrais débuter simplement je vais passer aux questions écrites tout de suite après cette question-là. Tu vas parler d'intelligence et de conscience. Et ce serait intéressant d'avoir une description nuancée de ce qui peut être de la conscience et de l'intelligence. Mm-hmm. Savoir une chose, c'est de l'intelligence. Et l'intelligence de l'intelligence, c'est la conscience. Savoir une chose, c'est intelligent. Savoir que l'on sait, c'est de la conscience. OK. Oui, là, je passe aux questions. La jalousie est-elle un karma ou une mécanique du plan physique et devient-elle un privilège au plan bouddhique? La jalousie n'est pas un karma, c'est la structuration même du phénomène de l'ego dans l'homme, donc ça fait partie des mécaniques d'ascension du corps physique vers un contact supramental. Et ce n'est pas un privilège sur aucun autre niveau. Tout à l'heure, on a fait des correspondances, mais j'ai bien expliqué que ça n'avait rien à voir avec la jalousie comme on la concevait chez l'homme. Que faire lorsque l'esprit se fait constamment manipuler et imaginer des atrocités physiques qui nous font peur, surtout lorsqu'on en prend conscience, mais que l'esprit, après un temps d'effort à penser à autre chose, nous reprojette encore et toujours dans l'imagination de ce qu'il nous fait. Ça me fait sécréter en masse. C'est pas l'esprit qui fait ça, c'est les forces astrales. Et qu'est-ce qui fait que? C'est qu'on a dans la structure de notre ego quelque chose qui soit en rapport avec un film qu'on a vu, soit avec un événement qu'on a déjà vécu, soit avec une personnalité réincarnationnelle qui a vécu un traumatisme à un moment donné, qui a besoin de se nourrir et qui continuellement projette de la pensée des substances astrales dans le but d'auto-énergiser sa propre nature. De quelle façon on parvient à éliminer ça? C'est en accédant, en embarquant dans le jeu de la projection de la pensée et en essayant de changer lentement les choses. Alors, cela équivaudrait à une reprogrammation, comme on peut faire sous état d'hypnose, mais on le fait consciemment sans risque comme on peut en rencontrer dans un état d'hypnose. Et ce qu'on a à faire, eh bien, disons qu'on voit, par exemple, toujours une personne qui se fait couper la tête. Eh bien, à un moment donné, eh bien, la tête à coupe. C'est ça que la pensée nous ramène. Je donne un exemple. À un moment donné, eh bien, on recommence, et puis paf, et puis on manque notre foulard, je sais pas, ça filer. Et là, ça fait encore plus comme atroce, il faut qu'on donne 4-5 coups avant de réussir. Mais on commence à avoir de la difficulté à couper la tête. Et puis après, à un moment donné, eh bien, on recommence, paf, puis elle avait un collier de métal, là, ça n'a pas marché, puis etc. Lentement, on transforme jusqu'à un point où on ne pourra plus couper la tête. Puis lentement, on va l'avoir carrément dissipé. Alors, on peut contrôler comme ça en embarquant dans le jeu de la projection, et puis on change les choses. Puis si les jeux changent à chaque fois, régulièrement, c'est jamais la même chose, mais c'est toujours des atrocités. Eh bien, on embarque pareil dedans, et puis on s'arrange pour les contrôler. Finalement, les atrocités vont devenir de moins en moins atroces, et puis ça va disparaître. On ne joue pas à être, on est ou on n'est pas. C'est faux. L'être n'a rien à faire des jeux. C'est faux. L'ego joue à être chef, sous-chef et disciple. L'ego joue à être, puis l'ego finit par se prendre au sérieux et à se croire. Alors il a la paix intérieure, le bonheur, etc. Le jeu va-t-il jusqu'à ce que l'ego se prenne pour l'esprit? Il n'y a pas de danger. Il faut faire évidemment une grande nuance entre l'humain qui joue et l'être humain qui joue. Alors, j'ai expliqué qu'on avait la structure de l'ego qui pouvait inventer des substances, des jeux, des mécanicités pour arriver à plagier le petit contact qu'il avait. Et il y avait une autre forme de jeu qui était l'habillement, créé par la conscience dans l'être humain. Alors, c'est la conscience qui vient paramétrer les règles du jeu de façon à instruire l'ego que ces choses-là existent et que vous pouvez le faire. Ce n'est pas l'ego qui joue à partir de son propre rayonnement, c'est l'ego qui embarque dans un jeu que la conscience et que l'intelligence vont lui demander de faire. Alors, il y a une nuance. Il y a énormément de questions qui se posent et qui sont vraies et qui sont fausses. À un moment donné, je parlais avec des individus et ils me disaient, oui, mais tu sais, dire ce que tu viens de dire là tu sais, ça peut faire en sorte qu'un humain, un jour, fasse ceci, cela. Et il a fallu que je me choque pour lui dire que toi, tu ne ferais pas ça. Puis que ceux qui sont là non plus. Je le dis pour vous autres, pas pour les autres qui ne sont pas là. Quand je parle de jouer, ceux qui peuvent jouer, il n'y a pas de danger. C'est sûr que si je m'en vais dans la rue ou que vous venez mon oncle ou ma tante, ou etc., puis qu'on les fait jouer, il y en a qui vont se prendre au sérieux dangereusement. Et puis, il y a une autre chose que vous devez savoir. À travers ceux qui vont jouer, il y en a, on va dire oui, peut-être, mais il y en a quand même dans la gang ici qui sont ceci ou cela. On a toujours peur pour tout le monde, hein? Très bonne structure astrale pour nous empêcher nous-mêmes de faire quelque chose, au cas que le Bangladesh, il serait ça, puis qu'il ferait croche. Et en plus, parce que moi, je suis dans les pattes de tout le monde quand on fait le jeu,
Ça élimine déjà énormément de problèmes. Les seules personnes qui auraient des problèmes, c'est ceux qui jouent déjà et qui ont déjà des problèmes. Et ça ne changera pas grand-chose qu'ils fassent un jeu ou qu'ils ne le fassent pas. Ils le font pareil. On ne joue pas à être, on est. C'est faux. On joue à être. Et quand on joue à être, on est. Et quand on ne joue pas à être, on est. Sauf que celui qui joue, c'est l'ego. Alors quand il joue à être, ça permet d'exprimer plus l'être que vous êtes déjà. L'ego n'est pas plus dans l'état d'être, mais on s'en fout. Mais vous allez exprimer beaucoup plus l'état d'être. Et ça va transformer l'ego. Alors on ne joue pas à être. Celui qui est chez vous, non. On est. Celui qui est, oui. Mais si c'est l'ego, on joue à être. On ne peut pas faire autrement du point de vue de l'ego. On est ou on n'est pas. On est de l'ego ou on est de la conscience. Et bien, vous êtes les deux. Alors la conscience, elle est. Et l'ego va jouer à être. Permettre une meilleure expression de la conscience et permettre une meilleure instruction de votre ego. C'est comme dans le jeu de la vie numéro 3. Les individus qui se rapprochent de pouvoir justement commencer à parler, bien, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'autorisent à parler. Alors, ils vont dire, oui, mais moi, je ne veux pas être conférencier, ça n'a rien à voir. Il va falloir à un moment donné qu'ils s'autorisent à parler. Et là, ils vont dire, bon, ben, Dieu, c'est une illusion, Dieu, c'est à toi, je répète tout ce que tu as dit. Ça n'a rien à voir, ça. Commencez à parler. Après ça, vous chialerez. Non, l'humain chiale, comme ça, il n'y a pas rien à faire. C'est la même affaire au niveau du jeu. On est ou on n'est pas. L'être n'a rien à faire des jeux. L'être ne joue pas. C'est lui qui engendre tout le monde. L'illusion, qui est un jeu. L'être a énormément à faire d'un jeu. Et ce n'est pas un être humain sur la planète qui n'est pas dans sa conscience astrale qui va venir me dire ce que l'être fait. Hein? Bon. L'ego joue à être chef, sous-chef, disciple. Oui. Et selon le jeu qu'il va jouer, il aura la possibilité d'exprimer une conscience qui va être en affinité avec son jeu. Voilà. Moi, je décide de jouer le serviteur. Alors, je vais accepter ses ordres. Mais si l'ego décide de jouer celui qui va accepter les ordres de la conscience va pouvoir s'exprimer. Mais si je continue à jouer, je joue le boss. J'accepte rien de ses ordres. Or, le jeu, du point de vue de l'ego, est extrêmement important. Présentement, la majorité des humains jouent une vie, ils se prennent au sérieux dans leur vie. Au lieu de jouer sérieusement, ils se prennent au sérieux dedans. Ils se gardent comme idée qu'ils ne jouent pas. Juste le fait d'être ici, vous jouez. Vous jouez à l'auditeur. Et on joue. Moi, je joue au conférencier, à l'orateur. Sauf que tant qu'à se laisser jouer puis jouer un paquet de jeux qui ne nous conviennent pas, on a une idée de ce qu'on veut jouer, et puis on attend que les règles extérieures du jeu changent pour que nous, finalement, on n'ait pas l'impression de jouer, qu'on continue à se conserver l'illusion que c'est pas une illusion et qu'on ne joue pas, mais qu'on soit obligé de devenir intelligent parce que tout le monde est intelligent. Mais ça va prendre du temps. Il y en a qui vont devoir changer les règles du jeu avant. Au lieu de jouer qui sont manipulés, de jouer qui sont faibles, il va y avoir encore des parties de leur jeu qui vont se jouer. Puis lentement, ils vont jouer un autre jeu. Et ça fait quoi? Ça fait que dans un jeu où je joue le chef, toutes les tapettes viennent me voir pour que je donne des ordres. Dans un jeu où je joue l'esclave, tous les chefs viennent me voir me donner des ordres. Alors, selon le jeu que je vais jouer, je vais attirer vers moi quelque chose. De l'astral, du pouvoir, de la puissance ou de l'intelligence. L'ego joue à être, puis l'ego finit par se prendre au sérieux et à se croire. Quand l'ego se croit, c'est qu'il laisse passer suffisamment d'énergie de ce qu'il croit être pour pouvoir dire qu'il est ça. Sauf que dans vos cas, avec ce que vous savez maintenant, puis là, il y en a encore qui vont me dire, ah oui, mais hey, il y en a encore des plus faibles que ça. C'est ça. Bien, parlez des autres, moi, je vais parler de vous autres. Dans votre cas, la majorité, vous ne pourrez pas vous faire avoir comme ça. 1 heure, 2 heures, une journée, un mois, OK, peut-être. Devant masse d'intelligence, devant masse de connaissances du point de vue de l'ego, pour ne plus tomber dans des pièges de même. Alors, à quoi ça sert de se limiter dans ce qu'on veut faire, simplement au nom du fait que, voilà 5 ans, on aurait été de même, ou que le voisin qui ne connaît rien, il ferait ça. Énormément de fois, on me pose des questions sur ceci, cela, puis ça ne concerne même pas celui qui me pose des questions. Alors, il a la paix intérieure, le bonheur, etc. Il aura la paix intérieure quand il sera réel. Sinon, ce sera facile de le bouger pour se rendre compte qu'il n'a pas la paix intérieure. Le jeu va-t-il jusqu'à ce que l'ego se prenne pour l'esprit? L'ego se prend pour l'esprit dans quasiment tous les humains de la planète. Alors, est-ce qu'il y a un danger de jouer un jeu? Danger que l'ego se prenne pour l'esprit alors que c'est déjà fait? C'est pas grand-chose.
Quelle différence y a-t-il entre l'amour, l'amitié et la sexualité? A-t-on besoin d'amour La ou d'amitié? sexualité n'a foutrement rien à voir ni avec l'amitié ni avec l'amour. Bon, ça, c'est un mélange total que l'humain s'amuse à faire pour se donner une raison de faire des actes sexuels. Il appelle ça l'amour, etc. Ça n'a rien à voir. C'est comme quelle nuance, quelle relation y a-t-il entre l'amour, l'amitié puis se fouiller dans le nez? Pareil. Sauf qu'il y a un hasard qui fait que c'est assez convergent. Si tu te fouilles tout haut dans le nez à chaque fois que tu exprimes de l'amitié, tu finis par conclure. Ouais, mais celui qui exprime de l'amitié, s'il fait rien que faire de l'amour, il n'y a pas bien d'amitié. Donc, il n'y a pas de résonance. On peut faire de l'amour, on peut avoir de la sexualité, mais tu n'as pas d'amour, tu n'as pas d'amitié. Ben ça va de soi. Si c'est même fréquent, à coût de 50 ou de 100 piastres. OK. Quelle différence? La masturbation, c'est faire la relation sexuelle avec soi-même. Bon, est-ce que c'est de l'amour? Te maquiller dans un miroir 2 heures de temps, c'est peut-être bien plus de l'amour, hein? Quelle différence qu'il y a entre l'amour et l'amitié? L'amitié, c'est presque de l'amour intelligent, tandis que l'amour conventionnel, l'amour qu'on entend, c'est un amour psychologique et sélectif. Dans l'amitié, on respecte beaucoup plus les amis que ceux qu'on aime quand on appelle l'amour. Quand tu dis à quelqu'un, tu es un bon ami, on le respecte. Quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, c'est pas long qu'on le respectera plus. Fait que tu as l'amour intelligent, dégradation, tu as l'amitié, dégradation totale, tu as l'amour psychologique. Puis dégradation finale, après fouiller dans le nez, c'est le sexe. J'en reviens pas qu'on mélange encore au 20e siècle le sexe puis l'amour. Non, c'est vraiment une vraie farce, c'est comique au bout. C'est parce que c'est acculturé. S'envoyer en l'air, je sais pas, moi, baiser, encore là, c'est une vraie farce. Se connaître, c'est la Bible. C'est parce que c'est fortement associé à faire l'amour, c'est physique. Dégradation de société. Ah oui. Bon, lorsqu'on arrive à repousser les manipulations astrales de passion ou de haine, il leur reste le rêve. Pourquoi suis-je encore le canal de ces manipulations par le rêve? Est-ce parce que je ne suis pas encore assez solide génétiquement et énergétiquement pour les repousser, ou parce qu'inconsciemment, je ne les refuse pas, mais y suis attaché? Non, c'est simplement parce que dans le canal réincarnationnel, il y a encore des mécanicités qui essaient encore de récupérer l'individu. Alors, lentement, elle va finir par les éliminer complètement, ou bien non, elle va récidiver. La meilleure chose, évidemment, c'est de continuer à trouver, si on se rappelle de cela du rêve au réveil, c'est de continuer à trouver stupides les choses qu'on veut trouver stupides. Et puis lentement, veut pas, ça finit par s'en aller. Comment développer mon discernement pour encore être mieux identifié à ce que je suis, ma conscience, et de moins en moins à mon ego? C'est une question qui ne se répond pas. Ben, qui se répond oui, c'est continuer à faire ce que vous faites. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un ego comment faire en sorte de développer un discernement, puis on ne peut pas expliquer non plus à une structure mentale ou supramentale qui n'a pas encore assez de discernement comment discerner. Tout ce que je vais dire va être récupéré par l'ego. Donc, continuez à faire ce que vous faites, puis à un moment donné, vous aurez la chaleur énergétique nécessaire pour, de toute façon, comprendre. Et en posant une question comme ça, c'est qu'on est déjà sur le chemin. Mais nécessairement, encore une fois, ça prend du temps. Et je répète, et je répéterai souvent, plus on est pressé, plus c'est long. Plus on est patient, plus c'est vite. Pourquoi résoudre le problème du mal? L'homme dit que Dieu, c'est lui-même. Au lieu d'être du sadisme, Dieu fait souffrir l'homme. Ça devient du masochisme, Dieu se fait souffrir lui-même. L'homme dit aussi que Dieu l'a créé libre. Pourquoi l'évolution, l'involution, tout ça révolutionne en rond? Pourquoi Dieu a-t-il pensé le mal? Réponse, Dieu n'existe pas. Daniel, tu dis alors, que... tout le reste, c'est une erreur de dire que Dieu a fait ci, fait ça, fait ça, fait ça, puis essayer de comprendre comment la mécanique, puis trouver des contradictions. Ben non, Dieu n'est pas là, fait que le reste, c'est... Dieu n'est pas masochiste. Il n'existe pas. Daniel, tu dis qu'un individu doit être vestimentairement vêtu d'une façon endoformique assez puissante pour émettre... En allant avec son énergie. Pour émettre de suffisance d'énergie, sans perdre sa propre énergie dans le cas d'un malade. Explique-lui en détail cette onde endoformique. Il faut nécessairement que ce soit en affinité avec sa propre énergie. La première onde de forme que l'individu devra revêtir, c'est sa gestuelle. C'est la première onde de forme. Alors, dans le cas d'une personne qui est malade, elle devra apprendre à sourire. Elle devra apprendre à regarder. Elle devra observer. On a fait le jeu de la vie, le jeu de la mort. Une personne bien malade doit s'arranger pour être vivante. Alors là, elle revêt déjà une onde de forme où on voit à travers un corps qui est malade un rayonnement quelconque. Ça, c'est la première onde de forme. Le vêtement, par la suite, va revêtir cela. Alors, nécessairement, une personne, et ça, c'est quand même relativement courant dans les hôpitaux, le patient qui a une jaquette tout crottée ou qui est habillé tout croche, etc., il traîne.
Et il y en a un autre, par contre, que ça lui va à ravir. Et normalement, il va s'en remettre mieux. Alors, le vêtement même d'une personne malade, c'est évident qu'une personne, un homme qui est malade, on ne met pas une cravate, un veston, etc., des souliers, on couche dans son lit, puis on attend qu'il s'aille. Ça va de soi que l'onde de forme doit être ajustée par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que l'individu doit s'arranger pour se trouver esthétique. Mais il faut faire attention. Esthétique, il doit se trouver esthétique, il ne doit pas trouver qu'il ressemble à quelqu'un. Quelle nuance. Il ne doit pas dire « Ah là, tiens, là, m'a pogné ». Il doit se trouver esthétique, c'est-à-dire qu'il doit observer que l'onde de forme qu'il dégage est en affinité avec ce qu'il est. Et cela va faire en sorte que l'ego va apprendre, l'ego va lire dans l'onde de forme qui est réémise par l'onde de retour certaines choses, et cela va permettre à l'ego d'accepter le fait que l'individu se guérit. C'est toujours une question d'ego. Instruisez votre ego, faites-y croire que vous êtes guéri, vous allez être guéri. Et quand vous dites « Tiens, je suis guéri », c'est l'ego qui dit ça, il ne croit pas pantoute. S'il se voit la face, il se dit « Ah, ben tiens, moi, je n'ai pas l'air fatigué que ça. Ah, ben peut-être que... » Là, il va y croire. Même chose, t'as bien l'air en forme. Ah oui, c'est pas. Lui, il ne se croira pas. Alors, il doit y mettre une onde de forme, puis dans l'onde de retour, ça va paraître. Alors, l'individu doit se trouver esthétique. Et je répète encore une fois, ça ne veut pas dire « Ah, bon, ben là, tiens, là, moi, là, je suis présentable. » Être présentable ne veut pas dire être esthétique. Dans un bal masqué ou dans un truc où tout le monde est laid à mort, être présentable, c'est d'être laid comme tout le monde. C'est être avec son onde de forme. Alors, l'individu qui est malade devra s'arranger pour mettre de l'ordre dans l'onde de forme. Ça va énormément nourrir son astral. Si ça ne le guérit pas, ça va l'empêcher d'être plus malade. En faisant prendre conscience aux gens qu'ils n'ont pas le libre arbitre, cela peut-il retarder l'évolution de certaines personnes qui ont encore besoin de la culpabilité pour ne pas faire d'actes stupides? Impossible, parce que ceux qui en sont encore à ce niveau-là ne pourront pas comprendre ce que je dis. Bon, comment cristalliser un choix d'intelligence dans la matière? Tu as mentionné travailler l'onde de forme, se réserver du temps pour soi et... C'est ça la question. Le reste, il y a énormément de pratiques. Je ne peux pas expliquer ça seulement par la parole. Il faut que je puisse toucher aux individus. Et, bon, à un moment donné, il y a des choses que je ne peux pas expliquer encore parce que je ne les ai pas encore assez expérimentées dans la communication avec autrui et sur lesquelles je peux revenir. Une chose certaine, c'est qu'au niveau du PMC+, c'est surtout ce travail-là qu'on va faire. Et peut-être que par la suite, je pourrai en parler parce que j'aurai ajusté des mécanicités que je vibre et que je ne peux pas présentement mettre en parole. Je devrais prendre le reste de la journée pour essayer de mettre ça en parole. Et encore là, je ne serai pas satisfait parce qu'il manquera des petites initiations, c'est-à-dire des exemples pratiques que l'individu vit puis que je l'accroche quand il le vit lui et que je ne peux pas donner collectivement à des gens. Alors, travailler l'onde de forme, ça va de soi. Puis encore là, ça veut dire quoi? Il y en a qui comprennent. Mais à un moment donné, je vais carrément accrocher les gens puis je vais les placer, leur dire. Se réserver un temps pour soi, ça va, mais il faut aussi maintenant pouvoir faire ce qu'il faut faire dans le temps pour soi. Alors, il y a toujours la nuance entre jouer qu'on joue et jouer le jeu. Et il y a énormément d'individus qui ne peuvent pas discerner encore la nuance entre jouer qu'on joue et jouer le jeu. Je pourrais même nommer des prénoms de personnes qui se croient bien et qui jouent qu'ils jouent. Et il leur manque justement une petite étape. Cesser de jouer qu'ils jouent, puis de jouer le jeu. Daniel, quel est le parallèle entre l'anti-homme et l'ego? L'ego est constitué à 99% d'anti-homme. L'anti-homme est constitué de toutes les mémoires réincarnationnelles qui sont suffisamment vieilles qu'elles refusent tout ce qui est neuf. Le 1% de l'ego qui fait partie de l'homme est constitué des mémoires réincarnationnelles de neuf. C'est-à-dire de toutes les mémoires qui ont été enregistrées lorsque l'individu a découvert des choses neuves lorsqu'il était enfant, et de toutes les mémoires aussi qui se réincarnent, des mémoires d'enfants qui se réincarnent en même temps lors de la gestation de l'enfant. Cela crée à peu près 1%, dépendant des individus, le facteur peut être fluctuant, et cela crée, disons, 1% de phénomène énergétique qui devient l'homme. Les 99 autres pourcents vont être des mémoires d'entités égoïsées, qui avaient donc déjà une identification et qui se réincarnent, et qui veulent maintenant prendre possession du corps physique. Et ça, c'est 99% d'anti-homme. Donc, on peut dire que presque tout l'ego est anti-homme.
Une question sur le libre arbitre. Y a-t-il un libre arbitre à l'intérieur du non-libre arbitre? Par exemple, à un niveau très matériel, si j'ai le choix de choisir le plat que je veux sur un menu donné restreint, Tu n'as pas le choix de choisir le plat. est-ce là un choix ou si j'étais déterminé que je mangerais un Big Voilà. Mac dimanche à 7 heures? C'est ça. Tu as 25 chemins. On appelle ça avoir le choix. Tu ne peux en prendre qu'un. On appelle ça ne pas avoir de libre arbitre. Alors, j'ai un paquet de plats. Je regarde celui-là. Selon les stimulations qui animent mon astral et les besoins de mon corps physique, qui sont dépendants de ce que j'aurais usé, pris, expérimenté. Selon les stimulations de ce qui se réincarne présentement, je regarde les plats et je dis, ça, j'aimerais ça, mais peut-être que ça serait mieux. Peut-être que... Et finalement, c'est juste ce qui se passe là qui, dans un leurre, me donne l'impression que je choisis, qui fait que moi, de toute façon, prendre celui que j'aurais pris, même s'il n'aurait eu un gars. Et là, je me dis, j'avais le choix. Oui, tu avais le choix. Mais j'ai choisi. Non, tu n'as pas choisi. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre pour la majorité des humains. Oui, mais j'ai quand même choisi de venir ou de ne pas venir. Non, tu avais le choix de venir ou de ne pas venir. Ça, c'est le choix qui s'offrait à toi. Mais vu que tu n'as pas de libre arbitre, tu n'as pas choisi. Mais au moment de la constitution de l'âme, par la réincarnation des mémoires du monde astral, il y a une structuration qui se fait là, automatiquement, qui se paramètre. C'est le corps physique qui attire. Oui. Par une qualité génétique, tout ça. Est-ce que c'est ça qui signe la destinée d'un individu? Non. La destinée est signée à quel niveau? La destinée, elle est signée au niveau de la matière, donc de la génétique carrément biologique. Elle est signée au niveau de la génétique des plantes. La génétique des plantes détermine énormément ta destinée. Elle est signée au niveau de la génétique de beaucoup d'animaux, qui détermine énormément ta destinée. Elle est signée au niveau de ça. Mais Alors, les plantes qui poussent dans une région, s'ils ont une génétique particulière qui fait qu'ils ont de la difficulté à vivre, puis que finalement ils tombent, puis que le vent les amène, ça crée des déserts, qui engendrent des systèmes de chaleur, qui engendrent des ouragans, et qui viennent carrément te massacrer. C'est la génétique des plantes qui détermine ton ouragan en pleine face. En plus, ton corps physique est dans quel état? Mais ça dépend de ce que tu as mangé. Ça dépend de la génétique des animaux que tu as mangés. Ça dépend de la génétique des fruits et légumes que tu as mangés. Et tout cela fait que tu es ceci. Donc, la génétique de tout ça détermine ta destinée. Et on appelle ça une mécanique écologique. Alors, ce qui fait qu'étant donné que tu es dépendant, finalement, de tout, sauf de toi, ta destinée n'est pas entre tes mains, elle est entre les mains de tout l'extérieur. Mais vu que ta destinée dépend de moi et que ma destinée dépend de toi, chaque fois que tu éternues, moi j'enlève la tête. Chaque fois que j'enlève la tête, tu éternues. Alors finalement, c'est ça. On s'auto-manipule sans avoir besoin d'intentionnalité. Et comme l'humanité au complet, à partir même, on pourrait dire, de la génétique des minéraux, de la génétique de la planète Terre, des volcans, des raz de marée, des ça, mais finalement, c'est tout un système écologique total. Le fait qu'on ait une ville de Montréal qui donne 2 degrés de plus de chaleur ici qu'ailleurs dans la province de Québec, ça perturbe l'écosystème, ça nuit aux plantes. Le fait qu'on fait des pluies acides, le sirop d'érable que tu as bu cet été a peut-être un peu plus d'acide dedans. Et patati patata, fait que finalement, ta destinée, elle est dépendante de quoi? De tout. Mais la destinée au niveau d'un humain, est-ce qu'il y a un autre facteur plus subtil qui peut jouer que strictement le phénomène génétique? Ou, c'est en masse subtil. Oui, mais Parce qu'un jour, il y a un homme des cavernes qui s'est tapé la tête sur une roche. Tu as ce veston-là sur le dos. C'est pas assez subtil? Mais compte tenu de la perception que tu as de la mécanicité de la destinée, c'est quoi, toi, la perception de destinée que tu vois pour toi? La destinée de l'homme s'arrête là où la conscience commence à être exprimée dans l'homme. Je vais t'expliquer une chose. Disons que moi, dans X années, je deviens suffisamment conscient que je fusionne mon double éthérique totalement avec moi, donc que j'ai un corps totalement éthérique, ce qui me permet d'être à plusieurs endroits en même temps, biologiquement, ce qui me permet de traverser les murs, de voler, de... Bon. Et je décide de changer la destinée de toute la planète. Alors, disons que je fais ceci, pouf, et tu deviens une femme. Et je change la destinée de toute la planète au complet. À l'instant même où tu deviens une femme, tu vas avoir toute ta mémoire en arrière de femme, puis tu n'auras jamais vu changement dans rien. Alors finalement, je n'aurai pas changé ta destinée. Parce que toi, tu n'auras jamais existé. Et ce qui est là maintenant, c'est tout archétypé, c'est la même, c'est une destinée.
Alors, pour l'humain qui n'est pas assujetti à la conscience intentionnelle, si elle change tout, pour celui qui est là, il n'y a jamais eu rien de changé. Alors, finalement, la conscience ne peut donc pas arriver dans le monde et te faire gagner la loterie. Il faut que ta destinée te prédestine déjà à gagner la loterie. Mais il faut faire attention. Les destinées, ils sont sur plusieurs niveaux. Et ça encore, tout à l'heure, la personne qui me posait la question de sa guerre d'ego, plusieurs niveaux. Et on devra apprendre à concilier ces choses. Tu as une destinée physique. Tu as une destinée vitale. Tu as une destinée astrale sur plusieurs strates. Tu as une destinée mentale, une destinée supramentale. Pourquoi? Parce que ta destinée physique, elle est d'un ordre. Mais ce qui vient se connecter là-dessus, c'est un autre palier. Et ce n'est pas assujetti aux lois de ce que tu as ici. Il y a des interrelations. Soit. Ta conscience, elle évolue, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Puis tu as de la leucémie. Et là, on va dire, oui, alors, mais ce serait si évolué que ça. L'évolution n'est pas dans le corps. L'évolution primitive de l'humanité est la primaire, la plus importante, elle est corporelle. Mais dans un individu, c'est la race qui est importante, pas toi. Alors, ton corps physique peut avoir une génétique hautement géniale pour entrer en contact supramental, mais en même temps, tu as un cancer du sang. Et ça, c'est ton karma biologique, c'est ta destinée physique. C'est pas ta destinée au niveau de la conscience. Ah, j'avoue que si ton corps physique meurt, ton évolution de conscience mange un coup. Mais ça, elle se serait arrêtée là de toute façon. Et c'est pourquoi elle libère le corps qui, de toute façon, serait mort depuis longtemps. Et mis ensemble, bien, on va soit penser que la conscience a tué le corps, soit que le corps est mort, puis la conscience est partie, puis tant pis pour la conscience. Alors, il y a un paquet de destinées à des niveaux différents, ce qui fait que rendu à un certain laps, à un certain niveau vibratoire de destinée, il y a tellement de conscience que là, tu commences à avoir un libre arbitre. Là, pas là, là. Alors, tu ne peux pas encore guérir le corps physique, parce que tu n'as pas de libre arbitre dans le plan exprimé de la matière. Mais maintenant, tu as une liberté de conscience là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que, premièrement, tu n'as pas de liberté dans la matière, mais tu vas commencer à avoir un libre arbitre du point de vue de l'ego. C'est-à-dire, l'ego n'aura pas de libre arbitre, mais toi, tu vas être capable maintenant de commencer à t'anégoïser volontairement. Le corps physique va manger la claque, c'est son karma. Tu ne pourras pas régler tous tes problèmes physiques. Pendant que ton corps physique subit encore sa destinée, puisque tu n'as pas encore la vibration pour changer son plan de vie, tu es en train de créer un double éthérique. Et pouf, le corps meurt. Mais ça, on s'en fout. C'est pas occupé du corps physique, c'est occupé de créer un double éthérique. Et là, tu as une forme de libre arbitre, qui en est un puis qui n'en est pas un. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités de, pas tout à fait de choix, mais disons d'intentionnalisation. Tu as plus de champ pour agir. Alors là, tu peux donc créer un double éthérique quand tu arrives à être en contact avec l'ego pour arriver à fusionner l'ego. Tu peux, avant d'attaquer l'ego parce que tu n'es pas assez puissant, tu peux obliger la structure astrale extérieure à toi à réagir, ce qui va manipuler les individus pour qu'eux autres viennent te faire chier, et là, ça attaque ton ego. Et là, tu vas encore vouloir faire une colère mentale pour régler ça, et c'est le genre de colère mentale que j'expliquais, qui ne donnait pas de résultat, c'est l'intelligence qui t'amène ces choses-là. Parce que là, on t'anégoïse, tu es devenu utile. Donc, tu es devenu privilégié, l'énergie supramentale est jaloux de toi. C'est-à-dire qu'elle te conserve. Alors là, il y a donc une forme de liberté, de libre arbitre, et lentement, tu arrives au niveau de l'ego. Quand l'ego est carrément disparu, ce qui possède le corps physique n'étant plus là, l'ego est disparu, en réalité, il est devenu un double éthérique, c'est absolument génial pour lui. Mais ça, il ne peut pas comprendre la valeur encore. C'est devenu génial pour lui. Il est donc exclu du monde de la mort, il fait maintenant partie de l'élite des dieux. Et alors là, tu pourras prendre le contrôle du plan vital, parce que là, il n'y aura plus l'ego pour nuire, pour tamponner les ordres, et prenant contrôle du plan vital, qui est un plan exécuteur, instantanément, ton corps physique devient désassujetti des destinées traditionnelles. Tu n'as pas de libre arbitre encore. C'est-à-dire que tu as une immense possibilité de libre arbitre. Tu as un libre arbitre qui est restreint, qui se restreint d'une façon pyramidale en descendant vers le bas. Alors, en haut, tu peux donner des ordres à la conscience supramentale de certains individus. Mais eux pourront l'exprimer comme ils pourront l'exprimer. Dans le plan supramental, tu pourras dialoguer avec des êtres humains qui ont un début de contact supramental ou qui ont un ajusteur de pensée, et tu te comprendras avec eux. Et eux autres, quand tu vas redescendre, ils vont avoir oublié un peu, mais il va y avoir des fois des petits minages qui vont être capables de te donner un coup de pouce. C'est pyramidal. Ton libre arbitre. Plus tu te rapproches du plan mental de l'homme, bien nécessairement, tu pourras rencontrer des intelligences mentales et les faire travailler avec toi.
devenir complice avec eux, même s'ils n'ont pas la capacité supramentale que tu as, ils vont voir l'intelligence, ils vont être d'accord de travailler avec toi, quel que soit leur âge. Et là, tu ne les manipules pas. Par contre, tu les manipules, oui, c'est-à-dire que ta présence les manipule, mais c'est une manipulation qui est accréditive. Ils sont d'accord. Parce qu'ils voient l'intelligence, étant donné leur structure mentale. Alors, ils se disent, ben Christy, je serais un fou de devoir me casser la tête quand le gars il répond. Je ne vais pas suivre le gars. C'est logique. Si tu n'es pas assujetti en tant que disciple, du moment que le gars il dit un con, tu t'en vas, tu restes toi. Mais tu n'es pas un cadre, tu sais. Les destinées collectives des gens, mais pour les gens, il n'y a pas eu de changement dans leur destinée. Ils n'en auront pas. Par contre, toi qui maintenant, vois-tu, il n'y a pas de changement dans une destinée tant que tu ne peux pas choisir. Alors, ces gens-là ne choisissent pas non plus. Si tu ne serais pas là, ils auraient fait d'autres choses. Mais c'est pas un libre arbitre. Ça reste une mécanique. Toi, tu as un libre arbitre, parce que toi, tu commences maintenant à envisager, à goûter des choses. C'est un libre arbitre accréditif, toi aussi. C'est-à-dire que tu envisages ce qui est intelligent, et en même temps, on te montre que c'est déjà en prémisse d'être accompli. Alors, tu n'es pas volontaire pour l'accomplir, et ça fonctionne. Et quand tu continues à descendre, tu arrives à un certain niveau, disons au niveau de ton corps physique, là, peut-être que tu as un libre arbitre au niveau de ta biologie, tu n'es plus malade, tu n'as plus besoin de te reposer, tu n'as plus besoin de manger. Tu manges dans des repas, quand les gens t'invitent à manger au restaurant de façon ajustée, c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de te nourrir. Et là, tu as un libre arbitre, mais tu ne peux peut-être pas encore guérir quelqu'un. Peut-être. Normalement, quand tu crées un double éthérique, tu passes par la phase de transpiration d'énergie vitale où tu vas engendrer des guérisons. Mais une fois que c'est réglé cela, parce que tu paramètres ça assez rapidement pour ne pas te faire crucifier, et tu ne veux pas, ou tu n'as plus nécessairement la capacité de facilement changer disons, on pourrait dire changer les destinées d'autrui. Finalement, tu échanges, mais pas comme tu pourrais dire, tu t'en vas dans un désert et puis immédiatement, le Sahara t'en fait un Éden. Tu n'en es pas encore là. Mais au fur et à mesure de l'évolution réchauffante de l'humanité, au fur et à mesure que les autres vont t'aider à le monter, tu vas pouvoir finir par avoir cette capacité. Mais là, l'humain sera capable de le supporter. Alors, il y a une liberté dans la conscience, il y a un libre arbitre dans la conscience, mais tant que la conscience, elle a juste un petit fil dans l'humain, nécessairement, ça crée des problèmes. Présentement, l'humain n'a pas de libre arbitre pour la simple raison que dans les sphères où sa conscience est placée, c'est trop cristallisé. Mais tu as dit que l'humanité pouvait prendre 10 000 ans pour évoluer vers un phénomène de supraconscientisation, ou 1000 ans. Est-ce que c'est ce phénomène-là de... Mais j'ai dit souvent que si je dis que c'est déjà fait, ça risque de ne pas être fait, et que si ce n'est pas fait, ça risque d'être fait. Oui. Mais si ce phénomène-là peut exister, il y a donc des scénarios possibles. Ça veut donc dire que face à une destinée, il y a une liberté de conscience de celui qui est le porteur du libre arbitre à un niveau supramental, et il y a des jeux de scénarios qu'il peut faire. Au niveau de la conscience, oui. Je te donne un exemple. Un grand paquet de conscience vient t'envahir. Il y a un petit pic qui descend chez toi, là, tu t'es après ça, puis le reste, c'est la conscience. Mais à un moment donné, il y a de plus en plus de conscience qui vient. Nécessairement, tu vois une projection humanitaire plus humaine. Ça va pas long, plus humanitaire. Alors là, tu commences, toi, à avoir la capacité de voir des futurs possibles, mais qui sont des destinées pour la majorité des humains. Alors, ce que tu dis à certains humains n'est pas vrai, mais va le devenir. Et la majorité des humains de la planète, même s'ils l'entendraient, ce ne sera jamais vrai pour eux autres. Ben, ça va l'être, mais dans 5000 ans. Alors, cela te permet, toi, de commencer à transmettre une forme de conscience, à faire des gestuels qui vont finalement changer la destinée de l'humanité sans changer la destinée de personne. C'est comme je t'ai expliqué là. Mais... Oui, je parle dans le micro. Si ton double éthérique est construit, puis tu peux être à deux endroits en même temps, oui, mais que tu n'as pas la conscience des deux endroits en même temps, oui, qu'est-ce qui manque à ton double éthérique à ce moment-là? Ton double éthérique n'est pas constitué. Si ton double éthérique est constitué et que tu as une bilocation, tu as une conscience double. Non, ben disons, je parlais, mettons, par rapport à toi, là, ton double éthérique à toi. S'il est construit... Il faut qu'il soit constitué, ce qui me donne une bilocation de conscience absolument totale, mais dans le plan supramental et dans le plan planétaire. Lorsque tu seras fusionné à moi, je pourrai me séparer, c'est-à-dire me plurilocaliser à l'échelle de la planète. Et présentement, je ne peux pas me placer au niveau de la... Je ne peux pas me plurilocaliser à l'échelle de la planète parce que mon double éthérique n'est pas totalement fusionné avec mon corps physique.
Mais j'ai une bilocation de conscience en ce sens que je suis capable d'avoir le point de vue de l'homme et le point de vue supramental sans problème, à 100%. Et est-ce que, si moi je te dis que je t'ai vu à un endroit, à une telle heure précise, puis que je réalise que tu n'étais pas là à ce moment-là, mais moi je dis que je t'ai vu. Mais as-tu la conscience que je t'ai vu? J'ai pas besoin d'avoir la conscience que tu m'as vu, parce que ce que tu as vu, c'est simplement un phénomène akashique. Mais non, tu m'as dit qu'il n'y a rien qui pouvait prendre la possession de ton corps. C'est pas mon corps non plus, c'est simplement une image, c'est une expression akashique. Même mobile? Ah, même mobile. Mais ce n'est pas moi. C'est une mémoire de moi. Une trace qui que traîne t'aurais comme ça. laissée? Une trace vitale, peut-être? Ben, il reste longtemps. Ah ben, c'est évident. Plus ça devient énergisé, plus ça va créer des genres de symptômes comme ça qui sont intéressants, mais un peu cons. Vois-tu, une personne qui a des go va dire que oui, c'est moi qui est apparu là. Et il y a des individus, à un moment donné, qui ont suffisamment d'énergie vitale pour engendrer des traces akashiques qui peuvent leur permettre, justement, qui permet à l'akasha de créer une trace mémorielle suffisamment vitale pour qu'on puisse la voir. Et eux autres, ben, quand on vient leur dire ça, ils ne sont pas au courant. Quand on vient leur dire ça, ben là, évidemment. Et là, ils se refroidissent. Alors, ils ont été capables de faire ça pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans, puis après, c'est pas plus. Tandis que c'était simplement une trace akashique. Un akasha qui descend, qui se promène. Et un akasha, ce n'est pas un dédoublement. C'est simplement la densification ectoplasmique vibratoire d'une mémoire, d'une mémoire réelle, d'une mémoire pure, sans coloration émotive d'un événement. Alors, j'ai fait certaines choses quelque part, et akashiquement, à un moment donné, ça a été reprojeté quelque part. Et tu l'as fait. Il faudrait que je te collecte. Revenons en destinée. Le contexte de lecture de la destinée pour libre arbitre à un niveau supramental, quand il est capable de percevoir les mécanicités énergétiques. Ouais. Bon. On joue dans une substance. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Alors, je peux les dire dans le langage des oiseaux, mais quand même, je ne dis pas grand-chose. Alors, ça va dépendre de tes questions. Parce que ça peut interférer sur certaines choses. OK. Mais tu as déjà fait une lecture de situation à l'effet que tu as décrit, par exemple, l'enjeu d'une grève cosmique. Oui. OK. Mais tu n'as pas décrit les conditions pour réaliser cette grève-là. Bon, OK. L'humain fait une grève cosmique. Il fait la grève par rapport aux dieux. C'est ce que j'avais expliqué. Effectivement, j'en ai parlé il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. Mais il y a un mois aussi, tu en as parlé en disant que dans l'enjeu de la grève, il y avait la coupure que l'homme énergétique, l'homme faisait, et un transfert du karma vers d'autres galaxies, d'autres séraphiquement reliés à l'homme. Oui. Pour initier ce phénomène-là d'un individu qui a un libre arbitre supramental, quelles sont les conditions préalables de réaliser cet enjeu-là d'une grève? D'une grève. Bon. Premièrement, l'individu qui a une conscience supramentale bouddhique qui est suffisamment intentionnelle pour pouvoir engendrer cosmiquement une grève du règne humain par rapport aux dieux que l'humain a créés, qui sont dans le monde de la mort. Parce que quand je parle de grève cosmique, la grève s'adresse aux dieux. Elle ne s'adresse pas à l'intelligence supramentale, elle s'adresse aux dieux. Donc, elle s'adresse au ciel, au monde de la mort. Pour que cela puisse arriver à se faire, cela veut dire que notre personnage, qui voudrait faire une grève cosmique, doit commencer par écrire certains livres, faire des conférences, comme je fais, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je fais, mais c'est quand même ce qu'il doit faire. Il doit créer des scandales, il doit rencontrer des hommes d'affaires, et il doit de plus en plus travailler avec des gens qui manipulent des grosses sphères sociales. Il doit lentement travailler de façon à parvenir à être millionnaire, milliardaire. Il doit par la suite engendrer des mécanicités qui vont lui permettre de s'accaparer de tout ce qui est monétaire à l'échelle de la planète. Que ce soit au niveau des milieux boursiers, que ce soit au niveau de toutes les compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nourriture, aliments à maison, tout. Or, ça ne veut pas dire qu'il a acheté toutes les maisons qui existaient, ça veut dire qu'il peut tout acheter ce qu'il veut acheter. Et qu'il contrôle toute la mécanicité économique à l'échelle de la planète. Par la suite, il doit éliminer toutes les sociétés secrètes qui existent à l'échelle de la planète, que ce soit la mafia, que ce soit le KKK, que ce soit, etc., le Ku Klux Klan, que ce soit les autres sociétés secrètes, ou les pervertir de façon à les envahir. Par la suite, il doit diriger tout ce qui est religieux à l'échelle de la planète. Donc, il doit parvenir à devenir ce qu'on peut appeler une espèce de grand monarque, qui dirige toutes les nations, toutes les religions,
toute l'humanité, et donc tous les humains, sans exception, y compris les indigènes totalement perdus en Australie, en Amazonie, et dans ces régions-là. Une fois qu'il a manipulé, qu'il a sous son joug toute la planète au complet, il a maintenant étendu son syndicat, faire une greffe, à travers la planète. Alors maintenant, il va engendrer une nouvelle forme de religion, qui est un syndicat, qui va prétendre, dans la conscience de l'homme, qu'il a des privilèges et des droits en face des dieux. Pourquoi elle doit contrôler l'humanité? C'est parce que chaque humanité relie des égrégores différents, et la seule façon de contrôler tous les égrégores du monde de la mort, c'est de contrôler tous les humains qui nourrissent ces égrégores. Alors, une fois qu'il a le contrôle de l'humanité au complet, donc de la structure financière, c'est pour parvenir à contrôler l'humain, eh bien, maintenant, il peut faire allumer ce qu'il veut faire, c'est-à-dire que l'humain, il lui interdit de prier. Et puis lui, il s'arrange pour parler. Et puis les dieux vont... Mais quelles sont Ça va les... fonctionner. Je suis sûr qu'on va avoir un très, très bon transport en commun. Quelles sont les conditions... Quelles sont les conditions préalables aux conditions préalables, c'est-à-dire actuelles? Les conditions préalables aux conditions préalables, cela veut dire, premièrement, bon, ne pas avoir d'ego. Adolf Hitler, raté. Ne pas avoir de désir. On voit Alexandre le Grand, Philippe de Macédoine, son père. Éliminé. Ne pas avoir un corps physique trop endocrinien. Napoléon, éliminé. Ne pas être confiné à travailler inutilement et attendre que le temps se fasse. Alors, Hannibal, éliminé. Avoir un entourage suffisamment intelligent et suffisamment solide. La majorité des gouverneurs. Ne pas être marié. Dans quel sens? 90% des problèmes, éliminés. C'est vrai, je ne parle pas de la femme, ça peut être une femme qui fait la chose. Bon. Ne pas avoir d'enfants. Parce que l'astral s'attaque à ça. Bon, en partant. Élimine ça. Pourquoi tu penses qu'un premier ministre a le doigt à la limousine pour sa femme? Puis que les enfants, quand ils sortent de l'école, ils les gardent, puis c'est la limousine qui les ramène à la maison, puis qui ont, etc., etc. Comme le président des États-Unis déménage à la Maison-Blanche. Pourquoi? C'est pas à cause que c'est la luxure, puis c'est ci, c'est ça. Parce que le gars ne pourra pas prendre une décision convenable sur son pays s'il a peur qu'on massacre ses enfants. Ah, nécessairement. Le gouvernement, la société prend en charge toute la famille, la maison et tout ça. Ils ont leur chalet, qui est le chalet présidentiel qui est réservé quelque part, puis il y a toujours... C'est tout à fait logique. Mais pour en arriver à ce que je te dis là, bien nécessairement, il faut que l'individu soit totalement libre de ce genre d'atteinte. Ce sont des conditions préalables aux conditions préalables, et il y en a d'autres, évidemment. Mais il existe certainement une couronne d'énergie entre des cerveaux qui devraient se développer. Oui, mais ça, c'est après, là. C'est quand l'individu commence à s'entourer des personnes. Puis quel serait le nombre idéal de personnes nécessaires? Le nombre idéal, c'est la quantité minimum qui te permet de contrôler le reste du monde. Et quelle est cette quantité minimum? Ça dépend des heures et des temps, étant donné qu'il y en a qui meurent, il y en a qui naissent, qu'il y a des gens qui changent, ça dépend de l'évolution des expériences, donc le chiffre n'est jamais stable. Chose certaine, c'est que tu t'entoures toujours de la quantité minimum, jamais de la quantité maximum. Mais dans un scénario, là, tu as décrit un scénario linéaire, mais il y a des phénomènes quand même extraterrestres aussi qui vont intervenir des autres galaxies au fur et à mesure qu'ils vont constater ce phénomène d'énergisation-là et de blocage. Oui, les briseurs de grève. Les briseurs de grève. Il risque donc, est-ce qu'il est susceptible d'y avoir une alliance de phénomènes extraterrestres avec cette Les extraterrestres les plus intelligents vont vouloir s'allier au syndicat. Parce que le syndicat a la clé, a la puissance, c'est évident. Les dieux vont s'effriter, l'énergie va resservir à l'homme. Alors, en partant, les extraterrestres les plus intelligents vont vouloir s'allier, et les extraterrestres les moins intelligents vont vouloir lutter contre. Il n'y en aura pas à s'en occuper, les extraterrestres intelligents vont s'en occuper. Mais moi, être extraterrestre et être intelligent, le syndicat qui mène actuellement, c'est Harriman et sa gang. Oui. Donc, mais c'est un syndicat qui nourrit le monde de la mort. C'est un syndicat comme les Teamsters. Il est vendu au patron. Oui, mais c'est justement ça qui est important, un syndicat de boutique. Eux autres, c'est ça qui est nourri l'autre bord. Donc, l'alliance spontanée des extraterrestres va être plutôt avec... Les extraterrestres les moins intelligents. Ils vont s'allier effectivement aux forces d'involution. Mais ça, c'est pas grave. Parce que quand l'humain est ce qu'il y a de plus puissant sur la planète Terre. Tant que l'humain se met à genoux ou il se vautre dans la boue, c'est évident que les dieux ont de la puissance, Harriman a de la puissance. Mais quand toi, tu comprends que ce que tu avais comme luxe, tu finis par te rendre compte que c'est pas du luxe, que c'est ton énergie. Mais Harriman, il va s'en coucher.
Tant que toi, tu vis au-dessus de tes moyens, c'est Riemann qui gagne. Ce syndicat-là, oui, c'est bien. Syndicat qui manipule les banques pour faire en sorte que tu puisses dépenser. Tiens, vas-y, sans problème. La carte de débit immédiat, puis ici, il est ça. Intéressant. Ce sont des systèmes pour appauvrir l'humain, pour le rendre esclave. Mais, oui. Quel va être le rapport dynamique? Tu as mentionné qu'il y aurait 13 antennes supramentales au Québec. Oui. Sur quelle échelle? Tu as dit des choses? Oui, tu as dit des choses. Sur quelle échelle ils vont être en activité de temps? Et quel va être le rapport dynamique de ces 13 antennes-là vis-à-vis de l'antenne principale? Quelle va être l'échelle de temps sur laquelle 13 antennes supramentales vont s'exprimer au Québec? Le chiffre facile, c'est l'an 2023, d'ici ce temps-là. OK. Un peu avant. Est-ce qu'il va y avoir un rapport dynamique d'énergie entre ces antennes? Oui, une complicité. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait appeler une couronne d'énergie qui pourra Ça n'a rien. alliance? Ce n'est pas la couronne d'énergie que tu as nommée tout à l'heure en regard d'un syndicat. OK. Ça sera une couronne d'énergie. Chacun remplissant une fonction d'un plan plus vaste, Chacun remplissant une fonction sur un plan différent. mais toujours en fonction de la même finalité intentionnelle. Ça, ils ne peuvent pas y échapper, même s'ils se battent entre eux autres. Qui gère le libre arbitre de toutes ces antennes-là entre elles? Bien, qu'est-ce qui est intentionnel, là, qui gère c'est GM. General Motors. C'est Grand Monarque, ça? C'est ça. Bon, on possède d'autres questions. T'es bon, t'es bon. Est-ce que certains gourous comme Muktananda ou Maharishi Mahesh Yogi ont dépassé l'état de paradisiation? Si oui, qu'avaient-ils atteint? Ce sont des questions que je n'aime pas, mais la réponse est non, mais c'est parce que c'est... Enfin bref, c'est ce genre de questions que j'aime pas. OK. Sur le jeu des antennes, il existe déjà des antennes actuellement. Au moins 2. Est-ce qu'elles ont un rapport dynamique positif, l'une par rapport à l'autre, ou c'est un rapport d'ignorance? Premièrement, il n'en existe que 2 excluant Saint-Germain. Est-ce qu'elles sont parallèles ou en dynamisme complémentaire? Ils sont complémentaires. Et l'une se supporte par rapport à l'autre. L'une se supporte par rapport à l'autre et vice-versa. Voilà. Question suivante. OK. Existe-t-il un vaccin qui peut prévenir l'apparition du virus de l'âme? Le péché originel serait-ce le virus originel? Mais savoir-tu que le péché originel, c'est simplement l'invasion du virus à l'intérieur de l'homme, ce qui était prévu pour permettre au corps de vivre sur cette planète. Le virus avait le choix à détruire ou incorporer. Alors, s'il existe un vaccin, très bonne question, qui amène à plusieurs places. C'est bien. Elle est mal posée. En ce sens, quand je dis mal posée, ce n'est pas péjoratif, c'est qu'elle contient trop de questions. Et quand on me pose des questions que je ne veux pas répondre, parce que je ne veux pas connaître la réponse, ce n'est pas nécessairement rapport aux gens, parce que je ne veux pas connaître la réponse, ça me concerne peut-être et je ne veux pas savoir, eh bien, quand on me pose une question qui contient beaucoup de questions, c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas y répondre. C'est pour ça que je dis la question est mal posée, donc je laisse quand même une perche. La prochaine fois, vous poserez vos questions d'une façon plus directe, plus précise. Il existe effectivement des vaccins pour prévenir l'apparition du virus dans l'âme, mais dans ce vaccin-là, présentement, si on l'implanterait à l'intérieur d'un corps humain qui a déjà une âme, il tuerait le corps. Alors, le vaccin, c'est comme un vaccin, on fait un parallèle, évidemment, ce qui pourrait détruire est suffisamment assommé, mais suffisamment vivant encore pour massacrer un corps humain. Alors, ça va demander encore au corps humain d'évoluer encore un peu plus. Et lentement, ce virus, on pourra le donner dans la création de l'enfant en empêchant le processus réincarnationnel de se faire selon la logistique conventionnelle, de façon à engendrer un enfant qui devra être formé par les parents au cours de sa jeunesse, de façon à ce que l'enfant n'ait pas une âme réincarnationnelle, mais une âme exclusivement expérientielle. Alors, à un moment donné, on pourra élaborer là-dessus. C'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui me plaît énormément. Les zombies? Il sera un zombie si tu t'en occupes pas. Tu vas créer un corps sans âme. Il y a un périsprit. Et maintenant, c'est toi qui vas devoir transférer ce que tu veux transférer dans l'enfant.
Alors, c'est une forme d'éducation, mais c'est plus que de l'éducation. Alors, l'enfant va rester un enfant toute sa vie, même si physiquement il grandit, il vieillit, mais il ne vieillira pas au point de mourir. Il n'aura pas d'âme et d'ego comme cela. Par contre, on parle nécessairement d'un père et d'une mère qui sont capables de créer une fécondité qui bloque, qui n'est pas assujetti à un canal réincarnationnel. Et là, cet enfant-là n'est pas supramental à la naissance. Par contre, tu devras maintenant le donner, placer au niveau de l'âme, juste les archétypes qui acceptent le neuf. Et là, l'enfant aura une âme pure toute sa vie, même si elle est quelque peu colorée par des petites choses, qui vont juste permettre la sous-tension d'un phénomène mental, qui va facilement permettre l'accréditation d'un phénomène supramental, et tout le reste va se faire sans jamais qu'il y ait de souffrance dans cet enfant-là. Alors, on peut donc dire que c'est un vaccin, mais il ne se donne pas à quelqu'un qui est déjà au monde. Le virus de l'âme, en fait, compte, c'est le phénomène luciférien. Oui, c'est ça. Dans l'intention initiale du corps humain, si Lucifer n'était pas intervenu, c'est un peu cette mécanicité-là qui aurait pu se... Mais le corps n'aurait rien fait. Le corps devait être animé pour être évolutif du point de vue de la biologie génétique. Ça fait plaisir à Darwin. Mais en quoi Lucifer a bogué l'histoire? C'est que ça Lucifer n'a rien bogué. Ça, c'est dans les concepts de l'homme. Ça, c'est dans les histoires traditionnelles de l'homme. Pour qu'on comprenne qu'on a péché parce qu'on a écouté Lucifer, qui était des milliards de fois plus puissant que nous autres. Comme si on pouvait faire autrement que l'écouter. Bien, alors, on nous a dit que c'était un ange déchu, puis que nous autres, on était très, très, très brillants, mais juste pas assez brillants. Ben, on n'a pas dit ça, mais on était très, 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 très brillants, puis on avait le choix d'accepter Lucifer ou Dieu, puis on a accepté le... Oui, mais tu as déjà dit que le phénomène humain était une solution engendrée par des énergies supérieures, des dieux, appelons-la de même, mais que Lucifer a considérablement prolongé le processus de réévolution de l'homme. Non, je n'ai pas dit que Lucifer a prolongé le processus. Ça dépend, je dis ça un vendredi ou un dimanche. Je sais pas. Je peux pas te dire. OK, c'était à des fins d'explication. Ça dépend de la question qu'elle avait. OK. OK. Je passe. Quand je m'abandonne au non-libre arbitre, la seule chose qui arrive, c'est qu'il n'y a plus de tension, juste un vide très plate à vivre. Quand je lutte, il y a une tension, un désir, c'est moins plate. Qu'y a-t-il après ce vide? Parce que je ne pense pas pouvoir le toffer plus d'une semaine. Bon, alors si on n'est pas capable de le maintenir plus qu'une semaine, ça ne vaut même pas la peine de savoir ce qu'il y a après le vide. Une chose certaine, c'est que l'individu n'est pas encore prêt, ça va venir. Elle doit pratiquer encore un peu plus le phénomène de la parole. Je ne sais pas si elle fait présentement le jeu de la vie numéro 3. Si oui, elle aura des solutions un peu plus loin. Ce vide total, c'est l'abstinence de contact avec le canal réincarnationnel. Et comme son ajusteur de pensée branché dans le plan morontiel, et le plan morontiel étant un plan qui ne contient aucune information, elle a donc un vide total. Et elle trouve ça tough, c'est simplement parce qu'il a encore trop d'ego. Donc, il lui manque encore la capacité de s'anégoïser. Même si l'ego est à l'extérieur, il vit quand même les conditions expérientielles du corps physique de l'homme ou de la femme. Et nécessairement, il continue à en souffrir. De temps en temps, il revient dans le corps physique. Et là, il ne revient pas longtemps parce qu'on l'observe, mais il revient juste suffisamment longtemps pour déféquer suffisamment pour qu'on puisse se rendre compte que c'est chiant ce qui se passe. Alors, la personne ne peut pas le maintenir tellement longtemps. Elle va simplement encore devoir patienter un peu. Quand elle se laisse aller au libre arbitre total, ou non libre arbitre, c'est simplement que l'ego essaie de vivre la condition qu'il ne contrôle pas. Et pourquoi on a implanté dans la conscience primaire de l'homme l'idée justement que l'homme faisait un choix, c'était parce que ce phénomène vécu par l'ego qui n'a pas de libre arbitre est à peu près pas vivable par l'ego. Et c'est pourquoi on vous fait encore, c'est comme si on te dit, tiens, mange une banane. Tu dis, ah ben moi j'aimerais avoir le choix. Bon, ben tiens, mange une banane, une pomme ou une carotte. Là, il dit, bon, on va prendre la banane. Ça, c'est facilement vivable par lui, par l'ego. Alors que juste la banane, c'est pas vivable parce qu'il n'y a pas le choix. Alors, c'est simplement ça qui est la nuance. Alors, donc, il manque encore un peu d'énergification. Et on doit encore se laisser du temps si on ne peut pas le maintenir une semaine. Et bien, on attend. On fait ce qu'on fait. Et puis, à un moment donné, on va vous offrir que la banane et vous allez dire, ben oui, c'est évident. Mais présentement, on doit vous offrir 150 affaires. Même si de toute façon, vous allez prendre celle que vous allez prendre. Et c'est moins frustrant pour l'ego. On doit se laisser quand même du temps. Y a-t-il présentement un but caché bien défini autre que la simple expérimentation pour Biosphère 2, planète Terre miniaturisée sur 80 000 mètres carrés dans le désert de l'Arizona? Le tout sous un globe de verre qui sera habité à partir de janvier 1990 durant 2 ans par 8 élites scientifiques. C'est étonnant qu'on diffuse ce genre d'informations.
Oui. Y a-t-il présentement un but caché bien défini? Bien, effectivement, oui, il y a un but caché extrêmement défini. Bon, C'est frustrant, mais je peux faire un petit paramètre, là, très bénin du phénomène. Pas très petit, parce que ce n'est pas la première fois qu'on tente une expérience similaire. Et c'est pour ça que je me demande même encore où on a pris l'information. C'est des journalistes qui jasent, ou bien non, en tout cas. C'est assez original qu'on puisse parler de ce genre de phénomène. Les informations ne sont pas tout à fait exactes, mais quand même. Ce n'est pas la première fois qu'on tente ce genre d'expérience de créer la vie de l'homme à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'on veut vérifier de quelle façon la vie de l'homme peut être créée. Et dans la dernière tentative qui est en train d'être expérimentée, ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut essayer de créer, de vivre, c'est d'engendrer la vie de l'homme en permettant, maintenant la science, certains scientifiques du moins suffisamment riches et suffisamment puissants ont la conscience que la création de la vie sur le plan planétaire, il y a plus de 4 milliards d'années, c'est faite par ingérence extraterrestre. Et présentement, ils veulent recréer des conditions le plus possible similaires pour faire une expérience dans le but d'essayer de réamener ces contingences extraterrestres à venir s'immiscer. Et on veut essayer d'engendrer un contact entre certains humains et ces phénomènes créationnels extraterrestres. Et il y a d'autres petites mécanicités qui font référence à ça avec. Il y a déjà une ingestion extraterrestre qui n'est pas là. En tout cas, il y a toute une panoplie de cossins. Et on n'en parle pas trop pour l'instant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tellement bon que des gens sachent ça. Ça peut être dangereux. C'est le gouvernement américain qui supporte ça? C'est une partie du gouvernement américain. Tu sais, quand on sait que quand les Allemands manquaient de munitions, les Américains leur en vendaient pendant la Deuxième Guerre mondiale sur le marché noir, ce qui stimulait énormément l'économie américaine. Ben, c'est comme les armes qui ont été vendues à l'Iran. L'Iran qui déteste les Américains. Alors, il y a d'autres nations qui sont apparemment belligérantes aux États-Unis qui sont aussi dans ce projet. Est-ce que l'Arche d'Alliance a un lien avec les écrits du Trésor des Templiers? Non. Et oui. Non et oui. Est-ce que cette alliance fut un contact entre l'homme et les cieux? Quelle est la nature du contrat? Non, c'est un contrat. Est-ce que cette alliance fut un contrat entre l'homme et les cieux? Quelle est la nature du contrat? Cette alliance est-elle effective pour toute la durée de l'humanité? L'Arche d'Alliance est un lieu interdit. Alors, de même que les lieux interdits sur la planète sont des cristallisations de mécanicité qui proviennent de... Une grande partie des lieux interdits, comme l'Arche d'Alliance, ont été créés par tout ce qui a été projeté par la terrestrification de certaines consciences dans l'être humain. Alors, tout ce qui ne peut pas être humanisé a été placé dans des lieux et ça doit se réchauffer lentement. L'Arche d'Alliance est un phénomène de ce genre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une complémentarité énergétique du point de vue yavique qui a été terrestrifiée. Et tout ce qui ne peut pas être absorbé par l'être humain a été canalisé dans un réceptacle, construit par l'humain, dans le but d'attirer cette chose. Et cette chose est descendue au niveau de l'homme, et le maximum, la majorité de la chose a été confinée dans un réceptacle qui, lentement aussi, tel un lieu interdit, mobile, il ne plus qu'un, prépare des effluves que l'être humain respire, ce qui permet à l'être humain d'augmenter lentement son potentiel d'évolution. Voilà. Nous parlons beaucoup d'argent et de placement. Dis-moi tout ce que tu sais sur l'île des Cocos, située dans l'océan Pacifique au nord-est des îles Galapagos. Je ne veux pas prendre de décision à la place de personne. Mais c'est intéressant. Cette île des Cocos. OK. Parle-nous de la légende du roi Arthur. Si c'est une légende, explique le symbolisme du Graal. On va faire une petite pause et puis on va remonter et puis on finira les questions. Oui. Parce que comme ça, là, c'est... Voilà.